Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour cette table ronde hybride, le CSE en première ligne face aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Cette table ronde, elle s'inscrit dans une campagne d'information qui a débuté en septembre et qui vise à sensibiliser les élus du CSE sur la nécessité d'aller sur le terrain, notamment dans le cadre de leurs prérogatives santé, sécurité, conditions de travail. Je pense notamment à l'analyse des risques professionnels, mais aussi à la réalisation des enquêtes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour animer cette rencontre, je laisse la place à François Deriot, journaliste au magazine Santé Travail. Moi, je suis François Deriot. J'ai dirigé pendant une trentaine d'années le magazine Santé et Travail, effectivement, et je suis assez ravi, assez content d'être là ce soir. Cette table ronde marque un peu le début d'une coopération entre Syndex et le magazine Santé et Travail, puisqu'il y a une convention qui a été signée récemment entre nos deux organismes. Syndex va maintenant faire partie du pôle d'éditeurs de Santé et Travail et va nous aider à développer le magazine auprès des élus de CSE notamment, puisque c'est le cœur de cible du magazine. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec nos invités que je vais maintenant vous présenter. Tout de suite, à ma droite, donc à votre gauche sur l'écran, Delphine Serre, vous êtes sociologue du travail, vous êtes chercheur, et vous venez de publier un petit livre qui est très intéressant, qui s'appelle « L'ultime recours » à propos des accidents du travail et des maladies professionnelles en procès. Et on verra notamment avec vous comment se sont développées au cours de ces années, à travers vos enquêtes, des stratégies, des conseils des employeurs pour faire diminuer la facture du prix des accidents du travail et des maladies professionnelles qui reviennent aux entreprises. Anne Benedetto, vous êtes expert à Syndex, vous êtes ergonome, et vous allez nous présenter juste après justement un certain nombre de cas qui sont des cas réels. Et puis enfin, Arnaud Olivier, vous êtes avocat spécialisé sur les risques professionnels, vous êtes membre du réseau avec des avocats de la CFDT et vous défendez justement un certain nombre de victimes qui passent notamment par les syndicats et notamment la CFDT. Et vous nous direz un petit peu ce qu'il faut en savoir, ce qu'il faut en connaître et comment ça peut influencer et aider les élus de CSE justement pour prendre en charge ces victimes et aussi pour avoir un effet sur la prévention et pas simplement sur la réparation. Alors, je voudrais qu'on commence avec vous, Anne. Donc, je le rappelle, experte au cabinet Syndex, vous êtes ergonome et vous avez préparé plusieurs exemples qui sont très parlants. Donc, celui de Régine, qui a 45 ans et qui travaille dans une entreprise dont évidemment on va taire le nom depuis 15 ans. Je vous laisse la suite. Exactement. Donc, cette dame de 45 ans est opératrice sur une ligne de production. Elle fait du montage. Son travail est très sollicitant pour l'articulation de l'épaule notamment, parce qu'elle exerce des mouvements très amples pour porter, retourner des pièces lourdes et volumineuses. Elle souffre depuis près d'un an d'une tendinite de la coiffe des rotateurs. On est vraiment sur la localisation de l'épaule. Et pour cette tendinite, elle est régulièrement arrêtée sur des périodes de 7 jours à 3 semaines. Lors d'une récente visite auprès du médecin du travail, celui-ci lui a remis un certificat d'inaptitude à son poste, précisant la nécessité d'un reclassement. Alors voilà un cas que j'ai inventé, mais qui a un parfum quand même de situation réelle. Et voilà, quand on est devant une situation comme ça et qu'on est élu du personnel en CSE ou dans une commission SCCT, eh bien on a des choses à faire. On a certainement des réactions à avoir. Et donc, on n'est pas dans un cadre de formation, donc je ne vais peut-être pas interroger, surtout comme on est dans une forme hybride et que beaucoup de gens sont à distance. Ce serait un petit peu compliqué peut-être de prendre directement vos réactions à chaud. Mais en tous les cas, je vais essayer de parler un petit peu à votre place. En quoi cela peut faire réagir? Cette situation peut faire réagir. Déjà, on se dit... Elle souffre d'une tendinite de la coiffe des rotateurs, c'est très très technique, mais en fin de compte, finalement, ça ressemblerait très fort à un trouble musculo-squelettique. Je pense que tout le monde a entendu parler des TMS. Et un trouble musculo-squelettique, eh bien, fait partie de ce qu'on appelle les maladies professionnelles. C'est même le tableau 57 des maladies professionnelles. Exactement. 57A pour être précis. Pour le tableau du régime général. Pour le régime général, sachant que dans le public, il y a aussi des fonctionnaires, pas mal en nombre, qui sont inscrits. Et donc, c'est un autre tableau, mais c'est aussi une maladie professionnelle, ce qu'on appelle maladie contractée en service. Voilà.
n'a pas tout à fait la même législation dans le secteur public et dans le monde agricole, puisqu'on a bien sûr des numéros de tableau différents pour le régime agricole. Bon, en tous les cas, on est sûr que là, on est sur une affection périarticulaire qui est bien liée à une activité de travail qui est très, très pénalisante et sollicitante. Alors, les élus ils pourraient déjà s'inquiéter auprès de Régine pour savoir si elle a bien fait une déclaration de maladie professionnelle, parce que c'est certainement pas son employeur qui va lui glisser cela dans l'oreille, en tout cas certains peut-être, mais pas tous. Donc ça, on est là sur le rôle que peut jouer le CSE en termes de réparation. Et puis, on a, si vous vous souvenez bien, hein, on a dit que le médecin du travail lui avait remis un certificat d'inaptitude à son poste. Alors tout de suite, les élus du CSE doivent s'inquiéter de savoir s'ils vont bien être consultés sur les possibilités de reclassement de Régine sur un autre poste de travail. Ils ont leur mot à dire, ils ont un gros rôle à jouer. Seulement, quand ils vont être comme ça informés et consultés sur une problématique de reclassement, eh bien, ils ont un petit peu de travail à faire aussi de terrain. On est bien dans la thématique hein, les élus doivent aller sur le terrain. Parce qu'ils ont bien des choses à regarder sur ce poste de Régine et regarder justement les risques de troubles musculo-squelettiques présents sur cette ligne de production. Alors pour faire vite, hein, on va dire que les élus, ils ont à la fois à travailler sur comment Régine va pouvoir obtenir réparation de ce préjudice, de ce problème physique lié au travail, mais aussi ils ont à travailler sur la prévention des risques. Ils sont acteurs de la prévention des risques. Ils doivent être en veille sur les obligations de l'employeur en termes de sécurité. Hein, et donc, là, ils ont à regarder, entre autres, hein, la liste n'est pas exhaustive, mais déjà, comment ces troubles musculo-squelettiques sont repérés dans le document unique d'évaluation des risques qui est une obligation de l'employeur? Quelles mesures de prévention sont prévues par l'employeur? Et pour tout cela, ils ont plusieurs outils à leur main. Aller sur le terrain, faire une inspection. Si Régine déclare une maladie professionnelle, alors ils auront droit à faire une enquête paritaire, ou si l'employeur ne souhaite pas la faire avec eux, ils la feront eux-mêmes, une enquête en utilisant parfois l'arbre des causes, qui est un très bon outil d'enquête, pour justement comprendre d'où viennent ces souffrances périarticulaires de Régine, quels sont les gestes qu'elle effectue, quels sont les efforts, quelle est la posture qu'elle a, etc. Ils pourront demander, dans un rapport de force, s'ils ont fait une bonne enquête, une bonne inspection, ils pourront alors demander à ce qu'une étude ergonomique soit menée et que les autres collègues de Régine ne se retrouvent pas avec les mêmes problèmes que ceux qu'elle rencontre. Et puis, pour finir, si rien n'est fait, si rien n'avance, si Régine et ses collègues souffrent, eh bien, je crois qu'on est vraiment dans le cadre d'une expertise risque grave. Et à ce moment-là, eh bien, les représentants du personnel peuvent faire appel à un cabinet d'expertise habilité, comme le nôtre, Syndex, ou comme d'autres. Et à ce moment-là, un expert viendra faire un diagnostic et faire des préconisations. Oui, alors on pourrait dire aussi quand même, il y a un acteur important que vous avez cité, mais qui apparaît souvent rarement, c'est le médecin du travail. Parce que là, le médecin du travail, qui fasse un certificat d'inaptitude, c'est une chose. Bon, déjà, est-ce qu'il fait que ça? Ce qui est quand même un problème. Parce qu'on pourrait aussi se demander, est-ce que Régine est le seul cas? Ou est-ce que sur cette ligne de production, il n'y a pas d'autres Régines qui ont le même problème ou qui ont eu le même problème? Donc, on peut aussi imaginer que les représentants du personnel prennent rendez-vous avec le médecin du travail et le questionnent. Et puis discutent, notamment dans l'enquête qui va être faite sur la chaîne, parce qu'on a affaire à des élus qui vont aller sur le terrain, en tout cas s'ils suivent les préconisations de Syndex, et qui vont discuter avec Régine, mais aussi avec ses collègues, et qui vont pouvoir peut-être se rendre compte que Régine n'est pas la première, qu'il y en a eu d'autres, et que en fait, c'est un circuit qui se met en place, qui est un certain nombre de salariés vont tomber malades, souvent en plus dans le cadre des TMS, c'est des femmes, vont tomber malades, vont aller chez le médecin, vont être arrêtés, puis revenir, puis être arrêtés, puis revenir, puis finalement, le médecin va faire un certificat d'inaptitude et peut-être que Régine et ses collègues vont disparaître de l'entreprise, licenciés pour inaptitude, puisque 95% des inaptitudes se terminent par un licenciement. C'est des chiffres qui datent de
2015. Il n'y en a pas eu beaucoup depuis, mais on est quand même à peu près dans les mêmes eaux. Pour donner un ordre d'idée, il y a entre 100 000 et 130 000 certificats d'inaptitude qui sont prononcés chaque année par les services de santé au travail. Ça vous donne une idée du chiffre. Si vous multipliez par 95%, vous voyez bien le nombre de licenciements pour inaptitude qu'il y a. Et donc, Régine n'est pas la seule. Donc tout ça, ça fait des prises qui peuvent être discutées, notamment avec la médecine du travail, en disant, qu'est-ce que vous allez proposer comme poste comme remplacement? Et 2, qu'est-ce que vous attendez, par exemple, au médecin du travail, pour faire une alerte à l'entreprise, puisque c'est dans les pouvoirs du médecin du travail de faire une alerte, sur laquelle, en plus, après, le CSE va pouvoir faire cette fameuse expertise pour risque grave que vous avez, dont vous avez parlé. Ben voilà, ça donne un certain nombre de pistes. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport, justement, à ce que vous voyez dans votre expérience? Parce que le médecin du travail, c'est souvent un acteur qui n'est pas dans le radar des élus du personnel. Tout à fait. Et pourtant, les missions des services de prévention et de santé au travail, puisqu'on les appelle comme ça maintenant, depuis la loi du 2 août 2021, dans les services de prévention et de santé au travail, leur mission est de conseiller les employeurs, les salariés et leurs représentants. Donc, tout représentant du personnel peut prendre attache avec le médecin du travail à tout moment, solliciter un entretien, sous réserve de ne pas aborder, évidemment, des questions de secret médical, donc de pathologie très particulières. On n'interroge pas sur la pathologie d'un salarié. Mais par contre, comme vient de le dire François, demander au médecin du travail son avis sur l'état de santé général de l'entreprise ou d'un service. Et le médecin du travail, il n'est pas seul, il travaille avec une équipe pluridisciplinaire, avec des ergonomes, avec des techniciens en métrologie qui peuvent venir mesurer un certain nombre d'éléments aussi sur le poste, par exemple les gestes, la répétitivité des gestes. Donc il y a tout un travail qui peut se faire à ce niveau-là. Et effectivement, il nous arrive très souvent d'intervenir pour une expertise risque grave à la suite d'une alerte du médecin du travail, à la suite aussi d'une étude ergonomique d'un acteur pluridisciplinaire, d'un service de prévention et de santé au travail, d'un ergonome IPRP par exemple. Sur le volet réparation, on n'en a pas parlé, mais dans le cas justement d'une inaptitude, et comme le dit François, c'est vrai que les inaptitudes sont souvent soldées par des licenciements qui conduisent à du chômage de longue durée. Depuis cette fameuse loi du 2 août 2021, se sont développées dans les services de prévention et de santé au travail des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle, qui sont des cellules qui réunissent des médecins du travail, des personnes de la CARSAT, des assistantes sociales, des ergonomes, et qui vont aider aussi les personnes à se reclasser. Les personnes et les entreprises. Qui et peuvent les aider entreprises aussi voilà, à trouver des solutions pour éviter cette fameuse désinsertion professionnelle, c'est-à-dire cette rupture avec le monde du travail de salariés qui sont malades souvent du travail. Voilà, mais voilà, on va peut-être s'arrêter sur ce premier cas, mais il y aurait énormément à dire. Il y aurait à dire, mais j'insiste, moi je voudrais que vous insistiez aussi sur un point, c'est qu'on peut aussi, il y a quand même des réunions de CSE, tous les trimestres. Normalement, le CSE doit être consacré aux questions santé, sécurité et conditions de travail. Tout ou partie sur ces et sujets-là. à l'occasion d'une réunion du CSE, on peut tout à fait demander au médecin du travail expressément d'être présent. Il est systématiquement invité, oui, je dirais. Mais il vient rarement. Mais voilà, on peut lui demander, là, on va évoquer le cas de Régine, on va évoquer d'autres cas, on souhaiterait que vous soyez là et on peut questionner le médecin du travail. Exactement. Et bien noter au PV ce que le médecin du travail dira ce jour-là. Il peut venir seul ou accompagné, justement, de son équipe pluridisciplinaire. Je voudrais qu'on s'interrompe une minute et qu'on s'interrompe, non, mais qu'on passe la parole à Arnaud Olivier, parce que je vous voyais faire des signes, justement, sur ce sujet. Non, pas plus que ça. Et je sais que vous aviez des choses à dire. Le cas est intéressant, parce que tout de suite, il présente un moyen d'action de la part du... Il faut que je le mette plus proche. Il présente un moyen d'action de la part du CSE qui doit rendre un avis. Donc, on vous invite à donner votre avis. Donnez-le. Saisissez-vous de cette opportunité-là. Il est tout à fait possible, dans le cadre de cette consultation, par exemple, de dire que, pour vous, l'effort de reclassement n'a pas été dingue et qu'on aurait pu faire mieux, ce qui est souvent le cas. Vous pouvez même faire mieux. Vous pouvez suggérer... Alors,
faut se caler en amont pour être sûr que l'intéressé a envie d'être classé, ce qui n'est pas toujours le cas, on ne va pas se mentir, mais si c'est le cas, et ça arrive souvent aussi, vous pouvez suggérer une intervention de la mission handicap, de la GFIP ou de Cap Emploi. Et là, l'employeur... La GFIP, c'est l'association de gestion pour l'insertion des personnes handicapées. Exactement. Donc il y a des fonds qui sont attribués tous les ans, et là, vous faites le lien avec une jurisprudence de la Cour de cassation du 3 juin 2020, qui vous dit que si on a invité l'employeur à faire ça et qu'il ne le fait pas, c'est un licenciement nul, avec réintégration sur l'effort de reclassement. Donc c'est très efficace, c'est très utile, et je vous invite vraiment à utiliser ça. Dans le cadre de l'avis que vous allez être amené à Là, formuler, on parle de l'avis sur le reclassement. L'avis dans le cadre de l'inaptitude et le reclassement, effectivement. Il est tout à fait possible, vous avez la possibilité de vous exprimer. Donc exprimez-vous en tant que CSE, vous avez la possibilité de dire que l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Alors évidemment, si vous avez fait une enquête préalable, ça sera plus facile de le dire en disant il y a eu des précédents, en disant on aurait pu faire mieux, on a déjà alerté l'employeur. Mais en tout cas, n'hésitez pas à l'affirmer. Vous en avez le pouvoir, vous pouvez tout à fait le faire. Et le dernier point, c'est que vous pouvez aussi tout à fait dire que ça a pour vous une origine professionnelle, clairement. Voire même que ça résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Et là aussi, on a une jurisprudence de la Cour de cassation qui est assez méconnue, de la Chambre sociale, quand bien même il n'y aurait pas encore eu de demande ou quand bien même on aurait eu un refus de la part de la CPM à ce stade. Donc n'hésitez pas à faire ce type d'observation. Dans le cadre de l'avis, on vous donne la possibilité de vous exprimer, donc exprimez-vous. Je pense qu'il y a aussi un fonds dont on n'a pas parlé, parce qu'il est récent, c'est le FIPU. Le FIPU, qui est le fonds d'intervention pour la prévention de l'usure professionnelle, doté quand même, je ne sais plus combien, il y a plusieurs centaines de millions d'euros, et qui permet là d'aider les entreprises, parce que, encore une fois, si Régine, elle n'est pas seule dans ce cas-là, s'il y a d'autres malades avérés ou en puissance, parce que probablement qu'il y en a qui ne sont pas encore malades, mais qui vont le devenir, compte tenu que c'est une origine professionnelle qui est liée à l'organisation du travail, aux gestes répétitifs sous contrainte de temps, etc., etc. Et donc, ça permet probablement de faire des investissements pour améliorer la situation. Donc, l'entreprise peut recevoir une aide de ce fonds pour justement essayer d'améliorer les choses. Et ça, c'est assez peu connu parce que le fonds, il est tout récent. Oui, il est tout récent. C'est vrai qu'il y a de l'argent qui a été mis. Il y a possibilité pour les entreprises d'avoir une participation à l'acquisition d'un certain nombre de matériel, mais aussi de solliciter l'intervention d'un spécialiste, donc une contribution à la facture d'un expert en ergonomie, etc. Alors, on est sur ce qu'on appelle les facteurs ergonomiques, donc tout ce qui va être manutention, gestes répétitifs, amplitude articulaire, etc. Mais n'oublions pas que les troubles musculo-squelettiques, ils sont en grande partie aussi liés à ce qu'on appelle les facteurs de risque psychosociaux. Ça joue énormément dans l'apparition des troubles musculo-squelettiques. Tout ce qui va générer du stress, des conflits, tout ce qui va être le manque d'autonomie, tout ce qui va être la charge physique, la charge psychologique. Donc, c'est important aussi que les élus poussent à ce que, quand il va y avoir des actions de mise en place sur la ligne de production de notre Régine, eh bien, on regarde aussi du côté de l'organisation du travail, la manière aussi dont le travail réel se fait par rapport à la prescription qui ne serait que la fiche de poste et les process dictés. Qu'est-ce qui se passe pour que Régine ait tant mal? On passe au cas de Rémi. Voilà. Puisqu'on parle des risques psychosociaux, là, on tombe dedans. Exactement, la transition est faite. Alors Rémi, il a 40 ans, c'est un commercial, je ne sais pas ce qu'il vend, mais il vend un certain nombre de choses. Il travaille depuis 7 ans dans une entreprise. Et dans cette entreprise, l'équipe des commerciaux a subi récemment une grosse réorganisation avec des changements qui impactent les commerciaux en termes de zones géographiques à couvrir. Et il a un peu plus de kilomètres à faire pour se déplacer chez ses clients. Et en termes de changements dans les objectifs de vente. Ces changements ont été mal vécus par certains salariés qui déplorent d'avoir été informés tardivement
et mis devant le fait accompli. De plus, la charge de travail aurait beaucoup augmenté pour eux. Et Rémi, lui, il est absent depuis 1 mois et demi. On vous dit, vous êtes élu du CSE, hein, on vous dit qu'il a craqué un jour en réunion et son supérieur a tout de suite commandé un taxi pour le faire rentrer chez lui. Il était en larmes. Certains collègues l'ont contacté par téléphone et il aurait dit être en burn-out, en épuisement professionnel. Voilà ce qu'on sait, voilà ce que le CSE sait. Alors voilà, on se trouve devant un cas particulier, hein, une personne qui craque lors d'une réunion. C'est un événement que l'on peut dater. C'est assez fréquent. Hein. Là, c'est un cas d'école, Rémi. Mais je peux vous dire que devant les prud'hommes, le cas de Rémi, on le voit sans arrêt. C'est-à-dire modification du périmètre géographique, modification des objectifs, souvent pour diminuer la prime commerciale, hein, c'est-à-dire les éléments périphériques du salaire, mais qui sont souvent chez les commerciaux les éléments dominants par rapport au salaire de base. Et ça se traduit souvent par un licenciement. Un grand classique qu'on rencontre beaucoup aussi en expertise, hein, puisqu'on est aussi amené à réaliser des expertises, projets importants modifiant les conditions de réalisation du travail. Hein, donc, ce sont les CSE nous nomment lorsque justement ils sont informés d'un tel projet. Mais dans mon histoire, il ne semble pas qu'il y ait eu une expertise, il ne semble pas qu'il y ait eu une conduite de changement, un accompagnement du changement. Et voilà, on a un salarié qui craque. Hein, et le fait qu'ils fondent en larmes comme ça en réunion, hein, on le dit, c'est vraiment ramené à un événement. On peut vraiment circonscrire ce problème dans le temps et dans un lieu. Et donc on en discutait avec Arnaud, hein, et donc on peut tout à fait demander, on peut penser que Rémi aurait pu déclarer cet événement en accident du travail. C'est-à-dire demander à son employeur de le déclarer en accident du travail pour être plus précise dans les procédures à suivre. Mais, visiblement, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait et même l'employeur aurait pris un petit peu les devants pour pas trop que ça se fasse en le faisant raccompagner chez lui par un taxi. Et là aussi, hein, François, je crois que voilà, bon, j'ai un peu inventé ce cas parce que je ne pouvais pas, voilà, pour des raisons déontologiques, en prendre un vrai, mais ça ressemble énormément à ce qu'on entend, nous, dans nos entretiens qu'on mène quotidiennement, hein, dans le cadre de nos expertises, des personnes qui nous disent « Oh oui, mais pour qu'il y ait marqué 0 accident du travail, vous comprenez, à l'entrée de l'entreprise, 0 accident du travail depuis 265 jours, eh bien, parfois, vous savez, on ramène les gens chez eux quand ils ont un petit problème physique ou un petit problème psychologique. Puis on leur dit non, mais voilà, tu prends le temps qu'il te faut pour te soigner, pour te reposer, et puis tu reviens quand ça va mieux. Et on ne déclare pas en accident du travail. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sous-déclaration. Et François va nous dire certainement hein, combien de sous-déclarations on enregistre en France. Sur les risques psychosociaux, il y a un chiffre qui vient de sortir, qu'on a sorti en exclusivité il y a 3 semaines, parce que tous les 3 ans, il y a un rapport d'experts qui chiffre la sous-déclaration de façon à ce qu'on compense, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le manque à gagner pour la branche maladie, puisque du coup, ça devrait être des accidents du travail ou des maladies professionnelles qui sont reconnus et pris en charge par cette fameuse branche accident du travail, maladie professionnelle, qui est financée à 100% par les employeurs. Du coup, là, comme ils ne sont pas déclarés en maladie professionnelle, ils sont pris en charge par la branche assurance maladie, qui est, elle, financée d'abord par les cotisations des salariés. Donc, ça fait toujours ça d'économiser pour la branche accident du travail, maladie professionnelle. Donc, dans ce rapport, en gros, pour la faire simple, il y a de 1500 à 1600 maladies professionnelles sur des risques psychosociaux qui sont reconnus chaque année, 28 500 qui sont reconnus au titre des accidents du travail. Je ne rentre pas dans le détail pour des bizarreries juridiques, mais c'est comme ça. Alors, donc, en gros, ça fait 30 000 qui sont reconnus par le système AT-MP. Et la Cour des comptes estime qu'on devrait être à 130 000, grosso modo, qui devraient être pris en charge par la branche accident du travail, maladie professionnelle. Vous voyez l'écart qu'il y a entre 30 000 et 130 000. Je vous la fais, voilà. Donc c'est évidemment, c'est un chiffre qui est énorme, ça veut dire que ce n'est pas reconnu. Juste quand même un point, Anne, dans la présentation que vous faites, mais je parle sous le contrôle d'Arnaud,
on peut quand même imaginer que cette modification, puisque le cas de Rémi, il est intéressant, c'est une modification qui est introduite par l'employeur. C'est une modification qui va impacter obligatoirement les conditions de travail. Donc, c'est une modification qui aurait dû passer en info-consultation auprès du CSE. Lequel CSE, si on a affaire à des élus bien formés, bien actifs, ils auraient dû déclencher une enquête, aller voir Rémi et ses collègues pour savoir quel allait être l'impact de cette modification et rendre un avis, éventuellement déclencher une expertise pour modification des conditions de travail, une expertise projet important modifiant les conditions de travail. Et fort de cette expertise, ils auraient pu rendre un avis négatif ou discuter avec l'employeur en disant qu'il faut faire des aménagements. Et puis là, Rémi, s'il y avait eu cette expertise, ça aurait été beaucoup plus facile pour faire reconnaître en accident du travail ou en maladie professionnelle son burn-out. Exactement. Parce qu'après cette expertise, déjà... Ça, c'était la première étape. Le CSE aurait pu aussi... Enfin, voilà, hein, on se dit et si, mais le CSE aurait aussi demandé à ce que le document unique soit amendé, hein, et prenne en compte justement ces impacts nouveaux sur la santé des salariés. Et là, effectivement, hein, son accident du travail n'aurait pas pu être contesté, ou en tout cas aurait difficilement été contesté. Et puis, il aurait pu aussi déclarer une maladie professionnelle. Alors, certes, comme vous le savez certainement, hein, il n'y a pas de numéro de tableau de maladie professionnelle qui concerne les risques psychosociaux et le burn-out. Hein. Oui. C'est ce que déplorent de nombreux, nombreux députés et sénateurs sur les bancs de l'Assemblée et du Sénat. Mais néanmoins, voilà, ce n'est toujours pas le cas. Néanmoins, et ça peut-être qu'Arnaud pourra amener des précisions, hein, néanmoins, il faut toujours le faire, il faut toujours tenter la chose, parce qu'en commission de recours des maladies professionnelles, il peut y avoir une reconnaissance du burn-out, de l'épuisement professionnel de Rémi, au titre donc d'une maladie à caractère professionnel. Mais ça, je vous laisserai là. Arnaud, peut-être vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi il y a autant de maladies, parce qu'en fait, un burn-out, c'est une maladie, ce n'est pas un accident, et pourquoi y a-t-il autant de pathologies qui sont reconnues au titre des accidents du travail et pas des maladies professionnelles? D'ailleurs, d'un point de vue médical, il faut éviter le terme burn-out pour préférer dépression réactionnelle ou stress post-traumatique si on vise l'accident, parce que ça peut être un motif de rejet par la CPM. Hein. Si on met burn-out, on nous dit que ce n'est pas une maladie, est terminé, il n'y a pas d'instruction par la CPM. Ce qui est très important, qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on peut tout à fait cumuler les deux, faire une déclaration d'accident de travail et faire une déclaration de maladie professionnelle. La déclaration d'accident de travail, c'est l'employeur qui le fait. Alors, la déclaration d'accident de travail, en général, il est conseillé d'écrire à l'employeur pour lui demander de la faire. Ça peut être les élus qui le font, ça peut être le salarié lui-même, et l'employeur est tenu de la faire. Il arrive qu'il ne la fasse pas. S'il ne la fait pas, on a 2 ans pour remplir le CERFA nous-mêmes de déclaration d'accident de travail. Et dans ce cas-là, ça va déclencher une enquête de la CPM, d'un agent assermenté de la CPM. Comme en cas de déclaration de maladie professionnelle, il y aura une enquête. Et même si ça n'aboutit pas, ça sera toujours intéressant de récupérer cette enquête, notamment devant le Conseil de prud'homme. On va y trouver des éléments intéressants. Ce qui est important que vous ayez en tête, et c'est pour ça que j'invite à faire à la fois une déclaration d'accident de travail, ce qu'on a vu juste avant, et une déclaration de maladie professionnelle, c'est qu'on a beaucoup, sur ces cas de RPS, de maladies qui ne sont jamais vues en maladie professionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a même pas accès au C2RMP, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau. Parce qu'il faut un taux d'IPP prévisible d'au moins 25%. Alors, on a perdu la moitié des internautes. Un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25%. L'incapacité permanente, c'est quand la personne est stabilisée. C'est le médecin conseil qui fixe ça, et bien souvent, il retient un taux inférieur pour les RPS. Et c'est vrai que le barème vise plutôt un taux de 20%, ce qui est un peu ennuyeux. Ça pourrait être une revendication de la CFDT, d'ailleurs, de baisser c'est passé à 20%, ça y est. De baisser ce taux à... C'est passé à 20. C'est déjà passé à 20. C'est passé à 20. J'ai pas vu cette info, je suis confus, je m'en réjouis. 10, 10 je crois que c'est passé à 20. 10, ça serait encore mieux. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Bon. Parce que 20, on ne les a pas toujours non plus, même en cas d'RPS, il n'est pas rare qu'on nous dise 15%. Bon, ça, c'est un des problèmes. Si ce n'est pas fait, ça va le faire, parce que je pense que c'est justement dans l'accord national interprofessionnel du 15 mai. C'est celui qui va être transcrit dans le PLFSS. Ouais, à mon avis, ce n'est pas encore fait. Ouais, bon, ça devrait, c'est bientôt, c'est imminent.
on a anticipé. Bon, en tout cas, vraiment, il ne faut pas hésiter à déclarer. Et puis, si c'est pas, il en ressortira toujours des choses intéressantes. On va ennuyer l'employeur et il en ressortira des éléments même pour la suite au prud'homme. Et si ce n'est pas pris en AT ou en MP, on peut toujours aller devant le conseil de prud'homme et dire que ça a une origine professionnelle. Ce n'est pas parce qu'on ne rentre pas dans les tableaux ou qu'on ne remplit pas les conditions pour pouvoir passer par le système complémentaire, c'est-à-dire saisir ce comité régional, ce qui suppose un taux d'IPP élevé, qu'on ne peut pas soutenir qu'il y a une origine professionnelle à la maladie. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, pour un groupe d'une vingtaine de jeunes salariés qui avaient entre 20 et 30 ans, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, qui travaillaient dans l'industrie, dans les industries chimiques. Ils étaient exposés à des agents reprotoxiques. Si on les éloignait, ils arrivaient. Il y avait les spermogrammes qui remontaient. Bon, bah là, clairement, c'est impossible de le faire reconnaître en maladie professionnelle. Alors que le lien, il est évident. Le médecin du travail l'a établi. Dès qu'on les éloignait, tout de suite, ça allait beaucoup mieux. Et dans ce cas-là, on peut agir devant le conseil de prud'homme en invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Moi, je voudrais sous le contrôle d'Arnaud, peut-être donner une astuce aussi aux élus de CSE qui nous écoutent. C'est l'histoire d'être amené en taxi. Parce que ça, en général, c'est quand même une consigne qui est donnée par les employeurs au management en disant, quand vous avez quelqu'un qui craque, et on sait que ça arrive, tout de suite, vous le ramenez chez lui, vous commandez un taxi, vous le ramenez chez lui. Vous faites ramener la personne chez lui. Et ça, c'est déjà les prémices pour éviter d'avoir à déclarer un accident du travail. Parce que si vous appelez les pompiers ou les secours, automatiquement, vous serez obligé de déclarer un accident du travail. Alors, moi, je crois que là-dessus, les élus du CSE, ils ont un pouvoir d'agir qui n'est pas nul. C'est que quand quelqu'un craque, il faut passer une consigne que la personne qui craque ou les collègues de la personne qui craque, ils préviennent un élu du CSE. Mais je connais une entreprise, je ne donnerai pas le nom, où ça s'est fait. Et en gros, la consigne qui est donnée, c'est ne laissez jamais un collègue partir en taxi après un malaise. Donc, soit vous estimez que le malaise est trop important, c'est vous qui déclenchez, c'est les élus qui appellent les pompiers ou les secours, soit si c'est un malaise où effectivement la personne n'a pas perdu connaissance, elle est consciente, il faut que ce soit un élu ou un collègue proche qui la ramène chez elle, mais qui, si possible, passe chez un médecin. Ou en tout cas est présente pour accompagner la personne chez le médecin. De façon à ce que là, on puisse dire, il y a une atteinte directe, la fameuse définition de l'accident du travail, je parle sous le contrôle d'Arnaud Olivier, c'est un événement grave et soudain qui survient au temps et au lieu du travail. C'est ça. Un événement soudain. Oui, soudain, il n'y a pas de grave. Il n'y a pas d'exigence de gravité. Donc quelqu'un qui fait un malaise, c'est un événement soudain qui se passe au temps et au lieu du travail. Et donc, on peut tout à fait jouer là-dessus. Et si c'est corroboré par le fait que dans l'immédiat, la personne est allée, elle a été évacuée de l'entreprise, mais pas pour rentrer chez elle, pour passer chez le médecin, vous avez votre événement soudain qui survient au temps et au lieu du travail. En tout cas, la consigne, moi, que je peux donner, le conseil qu'on peut donner, mais je parle sous votre contrôle, aux élus de CSE, c'est effectivement d'éviter le retour en taxi discretos à la maison. Alors, c'est pas propre aux risques psychosociaux. Moi, j'ai eu le cas sur des chantiers de BTP où un gars qui avait les deux jambes cassées, on l'a mis dans une brouette ou on l'a déposé aux urgences. Ou dans une clinique privée. Effectivement, dans ces cas-là, vaut mieux tout simplement appeler le SAMU ou les pompiers. Ce sera de loin la meilleure solution parce que ça permet de matérialiser le fait accidentel, en fait, la simple intervention des pompiers. Et puis surtout, en général, le SAMU ou les pompiers, ils vont appeler la police. Alors, peut-être pas sur des malaises de type RPS, mais sur des accidents du travail, parce qu'il y a aussi ça. Ils vont appeler la police, ils vont appeler l'inspecteur du travail, ils vont tenter de les joindre, qui vont venir sur place et ça va être beaucoup plus intéressant. Et en plus, avec le SAMU ou les pompiers, après, ça peut être des mois après, on peut leur faire une demande et on aura un compte-rendu d'intervention, ce qui permet, là, pour le coup, sans discussion possible, de matérialiser qu'il s'est bien passé quelque chose. Alors, je vais faire un petit résumé. Ça concerne la mise en visibilité pour le CSE, en information-consultation par exemple, la question des licenciements pour inaptitude, des inaptitudes et des reclassements. Qu'est-ce qui doit passer
Ça, c'est des questions de Cyril, Virginie, Jean-Luc. Qu'est-ce qui doit passer dans le spectre, du CSE, et comment s'assurer que l'employeur prévienne bien le CSE de toutes ces situations-là, c'est-à-dire licenciement, inaptitude et reclassement. Ah bah comme tu veux. Alors, commencez tous les deux. J'essaye. Vous ne mettez pas. Là, on est désolé, il n'y a qu'un micro. Je parle sous contrôle là. Alors, lorsque le médecin du travail déclare une inaptitude avec possibilité de chercher un reclassement pour la personne sur un autre poste dans l'entreprise, alors le CSE doit être consulté. C'est-à-dire qu'il participe, c'est une obligation qui était une ancienne obligation des délégués du personnel. Donc qui a été reprise. Qui a été reprise pour le CSE, puisque toutes les attributions, les anciennes attributions sont reprises. Mais malheureusement, ça fait tellement de charges pour les élus que on en a laissé un petit peu passer voilà, au passage. Mais ça, c'est un truc qui date de 2016. C'était El Khomri qui avait mis ça en place. Comme quoi. Comme quoi. Bon. Passons. Donc là, on a effectivement une obligation pour le CSE de participer à la recherche du reclassement. Le problème, c'est lorsque le médecin du travail va déclarer une inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Dans ce cas-là, il n'y a plus d'obligation. Il n'y a plus d'obligation parce que le Code du travail est très précis, c'est uniquement lorsqu'il y a nécessité d'un reclassement. Dans ce cas-là, il n'y a pas de reclassement possible. Et là, c'est immédiatement un licenciement pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Et là, c'est très grave parce que justement, c'est là que s'enclenche le risque très très fort de désinsertion professionnelle, de chômage de longue durée. Alors, bon, malgré tout, le CSE, les représentants du personnel, seront au courant puisque de toute façon, on a les licenciements dans le bilan social, dans les chiffres qui lui sont donnés dans le cadre de la politique sociale, puisque vous savez que les représentants du personnel, ils sont informés et consultés une fois l'an sur la politique sociale. Mais malheureusement, ça va certainement arriver un peu tardivement. D'où l'importance pour les élus d'être hyper à l'écoute de ce qui se passe dans tous les services. Parce que un licenciement pour inaptitude, on le sait par la bande, et surtout quand on a des représentants de proximité. D'où l'importance quand même dans les accords d'avoir des représentants de proximité. Alors je sais que ce n'est pas la panacée, parce qu'ils ne sont pas toujours... Bon, bref, c'est pas toujours élus, etc. Mais bon, ça permet pour les grosses entreprises d'avoir toujours quand même des relais sur les sites, dans les services qui vont pouvoir faire remonter ces cas-là. Et tout de suite, bing, le CSE doit être hyper en alerte par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce licenciement pour inaptitude à tout poste? Ça sent le risque psychosocial. C'est souvent ce que je dis aux élus dans les formations. Je dis licenciement pour inaptitude à tout poste, ça veut dire que la personne, elle ne veut plus travailler dans la boîte, elle ne peut plus travailler dans la boîte. Elle dit, je ne peux pas, la boîte, elle me sort par les trous de nez. Donc, le médecin du travail, entendant ça, il dit, bon, ben, je vous mets un licenciement pour inaptitude à tout poste. Alors maintenant, avec les cellules de prévention de la désinsertion, on accompagne quand même les salariés qui sont dans ces situations-là pour éviter vraiment qu'ils se trouvent... Parce que les boîtes, elles se causent, et quand ils vont chercher du boulot, licencier pour inaptitude à tout poste, ça se dit comme ça, entre les services RH et ce téléphone, et donc personne n'aura du mal à retrouver un boulot. Donc voilà, c'est très important que les élus soient à l'affût, soient attentifs à chaque fois à tous ces indices, à tous ces indicateurs qui vont avoir sur le papier, malheureusement, parfois trop tardivement, donc il faut qu'ils le sachent. Oui. Mais on peut quand même penser que si justement on invite les élus à aller sur le terrain, c'est aussi pour avoir des contacts avec les salariés. Et donc, pour essayer de créer un climat de confiance avec les salariés. Et en particulier, c'est quand même rare que dans un secteur où il y a des risques psychosociaux, les élus ne soient pas informés que ça ne va pas. Alors ça va être, il y a du harcèlement, il y a un chef qui est dur, mais il y a souvent quand même des prémices. Si les élus sont en contact du terrain, alors après c'est plus compliqué dans le cadre du CSE, on est d'accord. Mais c'est précisément ce que vous les invitez à faire dans cette campagne, c'est-à-dire aller voir en proximité et essayer de repérer en amont les secteurs où ça ne va pas bien. Et en général, ça parle quand même dans les entreprises. Et donc, on peut imaginer que sur des cas où les gens sont absents, sont malades,
souvent, avant le licenciement pour inaptitude, il va y avoir un arrêt maladie long, souvent très long. Ça peut aller jusqu'à 18 mois, 2 ans, 3 ans. Moi, ce n'est pas rare aujourd'hui de voir des arrêts maladie de 3 ans. C'est quand même pas rien un arrêt maladie de 3 ans. Donc, c'est quand même le boulot, on peut le dire, des représentants du personnel, j'oserais même dire la responsabilité, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cet arrêt. Est-ce qu'il est totalement étranger au travail ou est-ce qu'il peut avoir un rapport avec le travail? Et à partir de là, on peut imaginer que on va questionner l'employeur là-dessus. On peut même faire une réunion exceptionnelle du CSE en disant, attendez, là, on apprend qu'il y a des élus, il y a des gens qui ne vont pas bien. Nous, on fait l'hypothèse et on a fait une enquête auprès des collègues. Il y a un problème de boulot. On est d'accord? On est complètement d'accord. On est complètement d'accord et c'est vrai que vraiment, plus les élus iront à la rencontre des salariés et iront les voir sur leur lieu de travail, pendant leur travail, vous savez qu'ils ont accès à tout moment, à tous les lieux de travail. Bon, la seule réserve, c'est de ne pas gêner le travail voilà, pendant qu'ils viennent réaliser une inspection ou une simple visite. Voilà. Parce que parfois, c'est quand même c'est pas toujours dit, justement, hein, parce qu'il y a aussi une forte propension à faire culpabiliser, à responsabiliser les salariés aujourd'hui sur ces problématiques de risques psychosociaux et à dire mais c'est vous qui êtes réfractaires au changement, fragile, hein, voilà. Et malheureusement, c'est vrai que ça n'arrive pas toujours aux oreilles des élus aussi facilement que ça, parce qu'il y a des tabous. Il y a des non-dits, il y a des tas de choses. Et par contre, dès que les élus sont dans un climat de confiance, vont voir les salariés, commencent à regarder le travail, on peut commencer, comme on dit, on met un pied dans la porte, on regarde les conditions physiques de travail. Ça se voit, c'est entre guillemets plus simple. Et puis petit à petit, on va faire discuter les salariés sur comment ça se passe. Est-ce qu'il y a souvent des aléas, des imprévus, des choses qui font que ça ne tourne pas rond? Quelles sont les situations critiques que vous rencontrez? Et hop, 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 hop. Et là, on tire. Et là, les élus, ils tirent des fils. Alors, bien sûr, il faut qu'ils soient formés à ça. Hein. Et puis, à un moment donné, il y a aussi des limites. Hein. Voilà. Pas non plus, ils ne peuvent pas passer des heures et des heures. Mais ça vient. Ça vient quand ils vont regarder le travail, quand ils vont questionner les salariés. Ils peuvent faire un petit questionnaire aussi. Ça aide aussi, ça fluidifie. Hein. Mais surtout qu'ils se méfient aussi des services dans lesquels, enfin, des services dont on n'entend jamais parler. Parce que parfois, il y a des petites choses sous le tapis, hein, et il faut aller soulever par un coin et se rendre compte de ce qui se passe. Arnaud, pour compléter. Pas beaucoup mieux que Anne, qui était très bien sur le juridique. Juste pour compléter la question exacte, parce qu'on nous parlait de stratégie d'évitement patronale. Pour le coup, sur cette procédure de consultation du CSE dans le cadre des inaptitudes, on n'a pas de difficulté, tout simplement parce que, et ce n'est pas toujours le cas pour le reclassement. Pour le reclassement. Oui, parce qu'après, c'est un motif de nullité. Alors, ce n'est pas la nullité, mais c'est automatiquement un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement est automatiquement injustifié si les élus, si le CSE n'a pas été consulté sur le reclassement, ce qui fait qu'en pratique, on n'a pas cette difficulté. Il est toujours consulté. Après, on peut regretter que ça soit uniquement en cas de reclassement, vu que les cas de dispense de reclassement sont malheureusement de plus en plus fréquents. Et je trouve que l'avis du CSE ne serait pas moins intéressant dans ces cas-là, bien au contraire. Cela étant, François Deriot vous l'a dit, vous pouvez tout à fait vous saisir de ces questions-là. Notamment, on doit vous consulter régulièrement sur le nombre de licenciements, demander les causes des licenciements. Et quand c'est des licenciements sur une aptitude sur lesquelles vous n'avez pas été consulté, vous pouvez tout à fait vous y intéresser, les mettre dans le débat dans le cadre des réunions CSE et essayer d'en comprendre les causes pour, là aussi, recadrer sur l'origine de ces inaptitudes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Romaric, différentes des inaptitudes? Merci. Que peuvent savoir les élus du CSE concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle? Ça revient souvent. Virginie nous dit que son employeur les prévient des maladies professionnelles, mais il n'en donne pas le type ou la nature. Que peuvent savoir les élus quand il y a un accident du travail ou une maladie professionnelle? C'est juste l'événement où on peut en savoir un peu plus. Oui, je pense aussi, oui.
Clairement, on peut en savoir un peu plus. Dans ce que j'avais prévu de vous dire aujourd'hui, je voulais faire un focus sur les outils qu'on a à la disposition du CSE. On a le délit d'entrave. Ça s'est perdu. On ne l'utilise pas, alors que le délit d'entrave, et ce n'est pas toujours le cas, par exemple en matière de harcèlement moral, on a un état du droit positif qui est catastrophique. C'est très compliqué de faire reconnaître un harcèlement moral devant la juridiction prud'homale. Sur le délit d'entrave, on a un droit positif qui est extrêmement favorable, où c'est très facilement reconnu. C'est du pénal. Oui, c'est de la correctionnelle. C'est du pénal, mais il ne faut pas hésiter à y aller. Et après, ça détend un peu les employeurs. Je veux dire, une fois qu'ils y sont allés... Le mot détend est peut-être un peu exagéré. Enfin, je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils seraient plutôt crispés, mais ils feront gaffe la fois suivante. Ils sont très crispés, mais du coup, bon, ils ne vont pas aller en prison pour ça non plus. Et du coup, les fois suivantes, ils vont faire un peu plus attention. Mais là, clairement, sur l'exemple qu'on nous a donné, on est sur de l'information tout à fait insuffisante. On ne peut pas s'intéresser, on ne peut pas faire son travail de CSE et s'intéresser aux problématiques de santé, de conditions de travail, de maladies professionnelles. La maladie professionnelle et l'accident de travail, ça fait partie des pouvoirs du CSE. Donc il est évident qu'on doit avoir à minima la DAT et les déclarations de maladie professionnelle. Ça paraît absolument évident, et en tout cas savoir de quoi il en retourne et de quoi il s'agit. On peut exiger... Oui. Il n'y a pas de secret médical opposable là-dessus. Les lésions, on peut exiger de savoir quelle exposition ça concerne. Donc, mais en tout cas... Et savoir le tableau. De quel tableau ça relève. De quel tableau ça relève, effectivement. Voilà. Et ça, on ne peut pas vous opposer le secret médical, si c'est ça la question suivante, remarque. Ouais, je m'en doutais, parce qu'elle va de pair avec... En général, non. D'ailleurs, la preuve, c'est que l'employeur, il est informé. Donc, s'il y avait un secret médical, il ne saurait pas. Alors, il y a aussi un autre outil moins violent que le pénal, mais le pénal est très efficace. En général, on s'en sert qu'une fois. Après, on les a, les infos. Il y a un autre outil, c'est le droit d'alerte. C'est l'ex-droit d'alerte des DP. Ça existe depuis des dizaines d'années. C'est le droit d'alerte du CSE aujourd'hui. Et on ne l'utilise pas assez. On ne l'utilise pas assez. C'est un outil merveilleux qui est formidable. Et les élus peuvent tout à fait s'en saisir. Pour des problématiques de santé, c'est quand il y a une atteinte aux libertés fondamentales, aux libertés individuelles. Ça concerne aussi le droit à la preuve. Il est tout à fait mobilisable. Donc, on avertit l'employeur. Et là, c'est un membre, hein, ce n'est pas forcément le CSE. Alors, si c'est le CSE, encore mieux, mais parce qu'on a aussi cette problématique des CSE où on est minoritaire. Là, c'est le membre du CSE qui alerte l'employeur. L'employeur est tenu de réagir et de provoquer immédiatement, nous dit le code, une enquête. Avec l'intéressé, avec l'élu. S'il y a un souci, si on n'est pas d'accord, si l'enquête ne se fait pas, si on n'est pas d'accord sur les constats, sur ce qu'il faut faire, pour cesser la situation, pour améliorer la situation, l'élu peut tout à fait saisir le bureau de jugement du Conseil de prud'homme selon une procédure accélérée. On parle de procédure accélérée au fond, paf. C'est un outil extraordinaire. C'est un outil extraordinaire. Il y a trop peu de jurisprudence dans le code dessous parce que clairement, on ne l'utilise pas assez. Et là aussi, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'aller jusque devant un conseil de prud'homme. Je peux vous dire que quand on déclenche un droit d'alerte en visant précisément, je vais vous retrouver les références de l'article du Code du travail qui correspond, bon, les employeurs, en général, ils sont tout de suite beaucoup plus coopératifs. Droit d'alerte pour atteinte au droit et à la dignité des personnes. Comment 2312-59. C'est vrai que c'est très large. C'est très large. C'est vrai que l'atteinte à la dignité, aux droits des personnes, mais ça va couvrir un champ incroyable. C'est souvent ce qu'on dit aux élus. Hein, je veux dire, toute discrimination, de quel ordre qu'elle soit, elle peut vraiment donner lieu à ce droit d'alerte. Puis un deuxième droit d'alerte, c'est le danger grave et imminent. Alors là, c'est un peu plus costaud parce que c'est vrai qu'il faut effectivement prouver l'imminence et la dangerosité, c'est-à-dire des séquelles qui sont irréversibles ou en tout cas qui sont importantes, etc. Mais oui, c'est sûr que là, l'enquête est obligatoire, systématique, et encore une fois, on peut faire des arbres des causes, on peut remonter à l'origine, aux causes racines de toutes ces difficultés-là, et souvent remonter à des causes organisationnelles. C'est ça qui est intéressant. C'est de montrer que finalement, tout ça, souvent, ça traduit des insuffisances organisationnelles graves.
danger grave et actuel. On n'a plus l'imminence, en tout cas pas sur cette notion. On parlait bien du recours à l'expert, hein, l'expert habilité. Ah non, ok. Sur le droit d'alerte, effectivement, on a cette imminence qui est assez problématique. C'est pour ça, n'hésitez pas, plutôt que d'utiliser cette alerte-là qui vous expose, notamment sur l'imminence, parce que si vous tombez sur un juge qui n'a pas envie et il a une appréciation souveraine, il va vous dire qu'il n'y avait pas un danger immédiat, imminent de mort tout de suite. Et on a pas mal de jurisprudence là-dessus et on a des CSE qui ont été malmenés. N'hésitez pas à utiliser plutôt le droit d'alerte de L2312-59. Alors, ce qui vise exactement, ça mérite d'être repris quand même, c'est l'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, ou aux libertés individuelles dans l'entreprise. C'est extrêmement vaste, c'est très très large, et il y a de quoi mobiliser beaucoup de choses. Et on nous dit, cette atteinte qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, on a vraiment de quoi ennuyer les employeurs et procéder en plus à des enquêtes avec cet article qui n'est vraiment pas assez utilisé. Alors, pendant que vous avez le micro, Arnaud, est-ce que vous pouvez nous dire justement tous ces outils? Est-ce qu'on en a oublié ou est-ce pendant qu'on est sur le sujet? Et puis, je voudrais après qu'on revienne, moi, sur une notion qui est quand même fondamentale aujourd'hui, qui est l'obligation de sécurité. Alors, je vais y revenir, je vois l'heure qui passe, je ne voudrais pas parce qu'elle est moins concernée et je sais que ça va être très intéressant. Je me demande si on ne devrait pas plutôt faire parler. Okay. On va respecter le... On va respecter le planning, alors, mais alors, sur les outils, il y a des consultations qui sont prévues dès lors qu'il y a un accident du travail, une maladie professionnelle ou même un événement à caractère professionnel. Peu importe que le risque se soit matérialisé ou pas, si ça aurait pu être grave, ça suffit. Donc tout ça est très large et normalement on doit être consulté sur tous ces points-là en tant que CSE. L'autre élément, l'autre outil, notamment pour fabriquer des pièces, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels sur lequel le CSE est consulté. Nous, en tant qu'avocats qui défendons des victimes dans le cadre de dossiers individuels, c'est le premier document qu'on consulte et souvent, ça nous facilite la tâche parce que le risque est identifié, ce qui nous permet d'activer l'obligation de sécurité. Alors, c'est quoi cette obligation de sécurité? Qu'est-ce que c'est? L'obligation de sécurité. Alors, je vais rebondir sur l'obligation de sécurité. L'obligation de sécurité, en réalité, c'est la même en droit de la sécurité sociale et au prud'homme, bien qu'on le dise souvent pas assez. Alors, il n'y a plus lieu de parler d'obligation de sécurité de résultat. C'est ce qu'on nous dit depuis notamment... Écoutez pas trop les juristes, hein, faites-vous confiance et réfléchissez vous-même, parce que vous verrez que les présentations, c'est depuis un arrêt Air France. Et depuis cet arrêt Air France, on nous dit que ce n'est plus une obligation de sécurité de résultat. En vérité, ça n'a jamais été. Il y avait des professeurs en droit civil qui avaient réagi dès les arrêts de 2002. Donc c'est les arrêts amiantes. Les arrêts amiantes pour dire qu'ils posaient la nouvelle définition de la faute inexcusable et du manquement par là même à l'obligation de sécurité, qui nous disaient mais c'est pas ça une obligation de sécurité, ça l'a jamais été. Donc avec les arrêts Air France, on est revenu à un peu plus d'orthodoxie juridique, puisqu'on appelle plus ça une obligation de sécurité. Pourtant, la définition elle est stable depuis 2002. Elle n'a pas varié d'une virgule, c'est toujours la même, et avec toujours la même force. Et au contraire, l'arrêt Air France, on pourrait en discuter, mais l'arrêt Air France, tout en supprimant le terme résultat, a en fait renforcé l'obligation patronale de l'employeur, puisqu'il fait une référence aux principes de prévention, qui sont prévus par le Code du travail aux articles L421-1 et le -2, qui est encore plus intéressant, le suivant. Et dans l'arrêt Air France, qui était présenté à l'époque comme une régression pour les salariés, dans l'arrêt Air France, on vous dit que l'employeur doit justifier avoir satisfait à tous ces principes de prévention. L'intégralité de ces principes de prévention, c'est pas rien. Pour moi, c'est plus exigeant qu'avant. Et on en a, aujourd'hui, on s'en rend compte avec les jurisprudences récentes, notamment de 2024, qui réaffirment l'importance de ces principes de prévention. Et on a une jurisprudence qui nous dit que dès lors qu'on a un accident du travail, c'est à l'employeur de justifier qu'il a bien appliqué tous ces principes de prévention. C'est cumulatif, c'est tous les principes, c'est pas un ou deux. C'est cumulatif, on doit faire le maximum et le mieux en matière de sécurité. Alors, le manquement à l'obligation de sécurité, c'est dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience
du danger et n'a pas pris les mesures. Qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié. Bon, ça vous fait 1 et 2 dans votre défense. Si la défense au contentieux elle est bien faite, grand 1, conscience du danger, grand 2, absence de mesures nécessaires. Sur le grand 2, et je pense que le professeur Serre va en parler dans le cadre de son livre, pour moi, pour nous, démontrer qu'on pouvait faire mieux en matière de sécurité, en général, ce n'est pas très compliqué, on y arrive. On y arrive assez bien. Et donc souvent, les débats vont se focaliser sur la conscience du danger. Sur la conscience du danger, là aussi, méfiez-vous des juristes, et notamment de ce qui est écrit dans les revues, parce qu'on raconte souvent des âneries, et faites confiance à votre bon sens, surtout que la jurisprudence, y compris de la Cour de cassation, y est de plus en plus réceptif. On ramène du bon sens dans le droit, et c'est assez heureux, parce que sur l'obligation de sécurité, on lit souvent qu'elle s'apprécie in abstracto, c'est-à-dire pour l'employeur moyen, le bon père de famille. Alors, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas complet comme réponse. Et vous êtes tout à fait, vous, membres du CSE, tout le monde, en mesure de le faire si on fait un peu de français. Vous avez peut-être la chance, comme moi, d'avoir des enfants qui sont en bas âge, vous étudiez la grammaire, le COD, c'est la même chose. Il faut identifier chaque condition et essayer de remplir le texte. Mais la Cour de cassation nous dit, dans sa définition prétorienne du manquement à l'obligation de sécurité et de la faute inexcusable, dès lors que l'employeur avait, donc in concreto, il sait, on peut tout à fait démontrer in concreto que l'employeur savait, parce qu'il avait été averti, parce qu'il y avait un précédent, ou aurait dû avoir conscience du danger. C'est dans ce cas-là qu'on va avoir la formule de la Cour de cassation qui nous dit employeur normalement diligent, on apprécie in abstracto. Mais on peut tout à fait le démontrer in concreto. Il faut absolument utiliser les deux. Enfin, en tout cas, c'est absolument fondamental d'utiliser ce moyen sur la conscience du danger qui peut être apprécié aussi bien in abstracto que in concreto. Alors, in abstracto, vous pouvez dire il y a un tableau de maladie professionnelle sur le TMS, donc l'employeur doit être conscient du risque de TMS, par exemple, très concrètement, et donc exiger des formations adéquates en conséquence. Je voulais juste en terminer sur l'obligation de sécurité, sur cette définition et sur le contentieux en matière d'ATMP. Je pense que Delphine va l'éclairer. Donc, le meilleur moyen pour l'employeur de se défendre, le deuxième meilleur moyen, c'est de contester la conscience du danger. C'est là-dessus que le CSE peut grandement nous aider. Moi, les dossiers dans lesquels j'ai un CSE, mais c'est un vrai bonheur, ça change tout, quoi. Plutôt que le salarié tout seul, intérimaire, qui est dans son coin, qui n'a rien, qui n'a pas l'historique, qui n'a pas les éléments qui se sont passés précédemment. Quand j'arrive à établir un contact avec le CSE, que je récupère les procès-verbaux, que je récupère tout l'historique, tous les antécédents, ça nous facilite grandement la tâche. Et ça peut vraiment... condition qu'il soit rempli, qu'il soit renseigné, qu'il y ait eu des réunions. En général, c'est quand même assez souvent le cas. Vraiment, ça aide. Vraiment, quand on a un accès au CSE, ça aide. Et ça peut vraiment être blanc ou noir. Hein. C'est-à-dire que si on n'a pas cet accès et ce lien avec le CSE, et n'hésitez pas à le créer, vous, le lien avec le salarié en question. Je veux dire, quand il y a un accident du travail ou une maladie professionnelle, dans le cadre des attributions qui vous sont données par le Code du travail, vous pouvez tout à fait prendre contact avec le salarié pour dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et à cette occasion-là, lui dire, vous ou votre conseil, prenez contact avec nous parce que, aussi bien sur les conditions d'exposition que sur la conscience du danger, on a des éléments, on a des billes à vous fournir. Mais trop souvent, je vois des situations où, des années après, par hasard, on se rend compte qu'en fait, on avait les éléments, mais sauf qu'ils n'ont pas été transmis à la personne pour faire valoir ses droits. Et ça, c'est extrêmement frustrant parce que c'est bien d'essayer de matérialiser des choses, encore faut-il qu'elles soient transmises pour être effectivement utiles à la personne. D'autant que le principal moyen sur l'obligation de sécurité pour se défendre pour un employeur, c'est de contester, c'est ce qu'ils font, hein. C'est le plus efficace, c'est de contester les circonstances de l'accident ou de l'exposition pour soutenir qu'elles ont été indéterminées. Donc essayez vraiment de matérialiser un maximum de choses sur ce point. Alors, sur les autres, parce que je commençais, vous m'avez fait basculer sur l'obligation de sécurité, mais j'essayais de présenter les outils qui se présentent à vous. Donc, justement, pour résister aux pratiques des employeurs, fabriquez-vous des pièces. Le courrier à l'employeur, c'est très très bien. Hein. Et là, pareil, si vous n'êtes pas dans un CSE majoritaire, vous pouvez le faire en tant que membre du CSE. Il n'y a aucune difficulté. Alors, essayez de faire attention, il ne suffit pas d'envoyer un mail, hein, il faut une preuve de réception. Ça a l'air anodin comme ça, mais c'est fondamental, sinon ça ne sert à rien ce que vous faites. Il nous faut une preuve de réception, donc soit un accusé de réception du mail, soit si on n'en a pas, une lettre recommandée. Alors aujourd'hui, il y a des lettres recommandées électroniques. Aux particuliers, on ne peut pas les imposer, mais à l'employeur, on peut tout à fait les imposer. Ça marche très très bien.
ça vous permet d'avoir la preuve de la réception. Vous avez les rapports des enquêtes que vous pouvez faire en tant que membre du CSE. Vous pouvez tout à fait, dans ces enquêtes, prendre des photos ou des films. Alors ça, au contentieux, c'est très apprécié. Les juges en sont très friands parce que ça permet de se représenter la situation concrète. N'hésitez pas à le faire. Hein. On ne peut pas s'y opposer. À partir du moment où vous annoncez la couleur, vous sortez, vous dites j'ai besoin. C'est même pour des TMS, pour des problématiques de TMS, c'est même recommandable. C'est particulièrement intéressant de voir concrètement quel est le travail des intéressés. Vous avez les PV de CSE où vous pouvez faire part de vos observations. Alors, il y a le cas de l'attestation. En dernier recours, pourquoi pas? Un membre du CSE peut faire une attestation, mais c'est mieux de la matérialiser par un courrier. Ça sera perçu comme plus objectif par les juges et moins pour essayer d'appuyer un dossier. Et vous dites la même chose, hein, vous alertez sur les risques, vous constatez un danger. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a un pouvoir d'enquête de tout membre du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, particulièrement quand il y a un accident du travail ou une maladie professionnelle sur lequel il doit être consulté, et même d'incidents qui peut avoir un caractère professionnel. Même pas, ça n'a pas besoin d'être répété. Là aussi, je voudrais faire... et d'ailleurs, le membre du CSE, dans le cadre de ses pouvoirs d'enquête, il peut tout à fait entendre les salariés. Et là, il y a peut-être un complément à faire, parce qu'il me semble que l'expert habilité, ça peut être Sandex, n'a pas ce pouvoir si l'employeur le conteste. Et là, il y a peut-être un lien à faire, et c'est mon discours d'aujourd'hui. Si l'employeur s'y oppose fermement, il me semble que c'est plus compliqué. Et, non, plus maintenant. Il y a une jurisprudence qui vient de tomber là. Ah bah, je suis décidément pas à jour. Si, mais si vous étiez abonné à Santé et Travail, vous l'auriez parce qu'on l'a sorti. Alors, par contre, ce dont je suis absolument certain, c'est que, contrairement à une idée reçue, le critère de gravité sur les enquêtes n'est absolument pas exigé. Sur l'enquête sur le membre du CSE ou le CSE lui-même, hein, l'un ou l'autre, le critère de gravité n'est absolument pas exigé. Après, si on l'a, tant mieux, et on a intérêt à soutenir qu'on l'a, et au pire, on nous dira qu'on ne l'a pas, parce que si vous l'avez, le critère de gravité, les heures que vous y passez à cette enquête, ce n'est pas sur le crédit d'heures, c'est des heures de travail effectif. Ça peut être intéressant. Et, alors, voilà pour l'essentiel des outils qu'un CSE ou un membre du CSE peut utiliser pour faire ressortir un peu les problématiques de santé, d'hygiène et de sécurité au travail. Alors, moi, je voudrais juste poser une question complémentaire, parce que là, toute la démonstration que vous avez faite sur les outils du CSE, vous les avez faites dans le cadre d'une aide ou une assistance aux victimes pour plutôt faire valoir leurs droits dans le cadre de procédures de réparation, qu'il s'agisse devant les prud'hommes, par exemple pour contester un licenciement, l'origine d'un licenciement, en disant, notamment les licenciements pour inaptitude, en disant que c'est d'abord un manquement à l'obligation de sécurité, ce qui permet de considérer que le licenciement est illicite ou est sans cause réelle et sérieuse, pour reprendre le jargon prud'homal, ou devant les tribunaux judiciaires, pôle social, pour faire reconnaître une maladie professionnelle ou un accident du travail. Mais ça, c'est la réparation. Et souvent, on entend dans le discours, notamment des élus ou des organisations syndicales, oui, mais nous, notre priorité, ce n'est pas la réparation, c'est la prévention. Sauf que tous ces éléments, c'est les deux faces d'une même pièce. On peut aussi les utiliser dans le cadre de la prévention. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui a eu un accident du travail ou au contraire une maladie, qu'elle soit reconnue ou pas reconnue, mais on sait qu'il y a un TMS où il y a des gens qui ont des douleurs aux épaules avec des arrêts maladie, même s'ils n'ont pas été reconnus en maladie professionnelle, ça reste quand même des problèmes qui sont liés aux contraintes de travail. Eh bien, tout ce que vous avez dit, tous les outils que vous avez présentés, ils peuvent être utilisés justement pour obliger l'employeur à prendre des mesures pour améliorer la situation. Sinon, il y aura des maladies professionnelles reconnues, sinon il y aura des procédures de prud'homal sur le licenciement pour contester l'origine du licenciement, et donc ça veut dire que l'employeur sera en mauvaise posture. Donc, ce que je voudrais, c'est que vous nous expliquiez en quoi ces arguments sont réversibles et peuvent être utilisés, et que, en gros, prévention-réparation, c'est quand même les deux faces d'une même pièce. L'opposition entre prévention et réparation, c'est vrai que c'est un discours qu'on a entendu dans le milieu de la santé au travail ces dernières décennies, est tout à fait artificiel. Ce n'est pas antinomique du tout, bien au contraire. Moi qui pratique malheureusement de la réparation, je suis ravi qu'on ait des actions de prévention.
ce n'est pas antinomique du tout. Et je crois que ceux qui œuvrent effectivement à la prévention sont généralement pas contre une réparation satisfaisante pour ceux qui malheureusement sont victimes du risque. Il n'y a aucune raison d'opposer l'un à l'autre. Au contraire, les deux vont dans le même sens parce que l'agencement et l'écriture du Code du travail sur l'hygiène et la sécurité font qu'on a vraiment cette notion centrale de prévention. On est là pour prévenir les risques. Mais une fois qu'on a dit ça, cette norme, et vous l'avez probablement entendu à votre premier cours de droit, au premier cours de droit, même avant de faire du droit du travail, en général, le professeur vous dit, bon, ce qui est important, c'est il y a la norme, mais il y a la sanction. Une norme sans sanction efficace, elle ne sert pas à grand-chose. Et donc, prévoir qu'il faut mettre le paquet sur la prévention, si derrière, il n'y a pas une sanction efficace, ça va être un vœu pieux. Concrètement, les employeurs, ils vont faire leurs calculs, ils vont se dire, bon, ça ne nous coûte pas si cher que ça, on n'a pas intérêt à respecter cette norme. Donc, c'est vraiment les deux faces d'un... Ça va dans le même sens. On a vraiment deux choses qui vont dans le même sens. Et au contraire, pour que la norme soit respectée, il faut une sanction efficace et effective. On a la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, on a la Cour européenne des droits de l'homme qui affirme haut et fort depuis des décennies qu'il importe pour faire valoir n'importe quel droit qu'on ait une sanction efficace et effective. Et donc, il faut qu'elle soit dissuasive. En droit français, on en est assez loin, on n'a pas du tout cette culture-là. En droit français, depuis des décennies, les employeurs se défendent aussi bien au prud'homme qu'en faute inexcusable en disant tout ceci n'est pas bien grave. Justifiez-nous de votre préjudice qui est très déstabilisant pour les victimes, c'est très ingrat parce que justifier d'un préjudice qui est souvent assez immatériel, c'est pas simple et du coup on le minimise. Il est évident qu'il y a une minimisation et c'est assez mal vécu par les victimes et en plus de devoir se justifier de son préjudice dans toutes ses composantes, c'est assez mal vécu. Alors, je tiens quand même à dire que là-dessus, il y a un gros progrès. Ce discours tend à disparaître. Et par exemple, la CFDT, la première, affirme clairement dans ses communications que les deux notions ne sont pas antinomiques du tout et qu'il n'y a pas lieu de les opposer. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ceux qui vous tenaient ce discours, qui vous disaient « Non, mais moi, la prévention, la réparation, ça ne m'intéresse pas, je veux mettre le paquet sur la prévention. » Alors, ceux-là, si vous leur disiez « Ah bon ?» et concrètement, en général, vous aviez un blanc, parce qu'il n'y avait rien. C'était vraiment un discours de façade où les personnes qui vous tenaient ce discours-là étaient incapables de vous parler effectivement de prévention et de vous dire ce qu'ils faisaient au titre de la prévention, il ne se passait rien. C'est un des problèmes en France, hein, et on est les premiers à le regretter. La prévention, ce n'est pas assez utilisé, alors qu'il y a des budgets conséquents qui sont alloués pour ça, comme pour le maintien dans l'emploi. C'est pour ça que je parlais de la GFIP tout à l'heure. Ces budgets, aussi bien pour la prévention que pour le maintien dans l'emploi, tous les ans, on constate qu'ils ne sont pas pleinement utilisés. Ça risque suffisamment sollicité. Le fameux fonds d'insertion, d'intervention pour la prévention de l'usure professionnelle. C'est ce qu'on constate, tout à fait. Moi, ce que je voulais souligner pour prévention-réparation, c'est que ces fameux principes généraux de prévention qui sont listés dans le Code du travail, il y en a 9, je pense que ça pourrait être utile pour un CSE qui est confronté à des problèmes de TMS ou ceux dont on parle depuis le début, les fameux exemples avec Rémi ou Régine. On peut tout à fait... Ça peut être marqué dans un PV de CSE. Ça. Vous n'appliquez pas les principes généraux de prévention. Et nous vous demandons d'appliquer tel principe, par exemple la prévention à la source, par exemple, tous ceux qui sont marqués, je vous invite à les regarder dans le fameux article L4221-2. C'est le tiré 2, voilà. Eh bien, ça, dans un PV de CSE, ça va servir, ça va être un élément de pression. Juste peut-être un point, je ne sais pas, à quel moment on fait intervenir par exemple l'inspection du travail? Parce que ça c'est souvent une question, je ne sais pas si elle revient dans les questions-réponses, mais moi c'est une question souvent à laquelle on est confronté et ce n'est pas facile de répondre. À n'importe quel moment. Le plus compliqué c'est de les motiver et de les convaincre de venir parce qu'ils sont assez débordés, ils manquent de moyens. Mais dès l'instant qu'un CSE constate un risque, il peut alerter l'inspection du travail, qui peut tout à fait intervenir. Est-ce que ce n'est pas aussi intéressant d'écrire à l'inspection du travail, d'envoyer un courrier pour matérialiser, de le porter à la connaissance de l'employeur et de joindre le courrier dans un PV de CSE? Parce que ça fait une pièce qui manque tant. Alors non, surtout pas. Alors, on peut le faire, mais sans mettre en copie l'employeur, tout simplement parce que c'est un des arguments qu'on nous oppose souvent, de nous dire regardez, l'inspecteur du travail n'a même pas bougé, ça ne l'intéresse pas, donc c'est qu'il n'y a pas de souci.
On entend souvent hein, cet argument au prud'homme. Donc il faut le faire. Donc il faut le faire. Soyez pas, je ne voudrais pas qu'il y ait des frustrations et qu'il y ait trop de gens déçus. Attendez-vous à ce qu'ils ne vous répondent pas. Ça arrive souvent quand même. Oui. Mais il n'y a pas de raison de ne pas le faire. En général, on sait hein, si on a un inspecteur du travail un peu motivé, réceptif ou complètement blasé et qui ne se déplace plus. Mais c'est pas pour ça, même dans le dernier cas, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer. Prendre rendez-vous. Ça peut changer. Ça peut changer. N'hésitez pas, ouais. Si vous lui avez écrit plusieurs fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et à venir sur place. Alors, sans l'agresser, idéalement, en lui disant bah, tiens, on ne comprend pas, c'est étonnant, on est surpris. Je peux rebondir aussi sur la question pour vous dire aussi concrètement ces principes de prévention qu'on vient d'évoquer, donc qui sont cités notamment dans le dernier arrêt intéressant de la Cour de cassation chambre sociale, c'est du 28 février 2024. Vous pourrez les retrouver. Ça vous donne une méthode pour vous intéresser à la santé au travail. Parce que vous partez de ces principes généraux de prévention. Ce n'est pas une grosse lecture, ce n'est pas un grand investissement. Vous verrez qu'ils sont très intéressants en essayant d'être constructif et précis, notamment dans vos observations. Par exemple, vous pouvez dire concrètement, là, la suppression de la machine et le remplacement par une machine qui existe et qui n'expose pas à ce risque de se faire prendre la main dans la machine, il faut le faire. Donc, il faut essayer de les décliner, d'être précis quand vous les invoquez, remplacer ce qui est... Exactement. Adapter le travail à l'homme, par exemple, aménager les locaux pour limiter les manutentions. On était sur les problématiques de TMS. N'hésitez pas à le dire, à le décliner concrètement, pas juste à invoquer vaguement le principe adapter le travail à l'homme. Alors, elle est très intéressante, c'est le point 4 hein, parmi les principes de prévention. Lui, il est très large, il peut être mobilisé dans de nombreux cas. L'autre conseil pour vous lancer dans la santé au travail, c'est lisez un plan du Code du travail, la partie 4. La partie 4, c'est hygiène et sécurité, c'est la santé au travail, c'est la plus grosse partie. Je ne vous dis pas de lire la partie entière et de lire les articles du Code, hein, c'est imbitable, mais regardez et essayez de le garder en tête, regardez le plan, parce que le plan va vous donner des idées sur ce que vous pouvez trouver dans le Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité. Et il y a plein de ressources, notamment sur des problématiques de TMS. Vous avez une réglementation hyper exigeante, et c'est souvent le cas, c'est vraiment des outils très efficaces en matière de manutention de charge. Concrètement, l'employeur, il doit vous donner des informations même sur le centre de gravité de la charge. C'est impossible à respecter. Donc ça vaut le coup de savoir que ça existe, et comme ça, quand vous avez un problème, vous vous intéressez à la partie du Code du travail et vous la regarderez petit à petit. Ça vous permettra de rentrer dedans, mais au moins vous savez que ça existe. Comme sur les problématiques qu'on a de plus en plus d'interventions d'entreprises extérieures, ça aussi c'est prévu par le Code du travail, qui nous dit qu'il doit y avoir obligatoirement une inspection préalable commune et un plan de prévention. 9 fois sur 10, les employeurs ne le font pas. On ne l'a pas. Et le dernier point, c'est sur les tableaux de maladies professionnelles, commencez peut-être par, en matière de TMS, les tableaux 57, 69, le 98, le 97. Ça, c'est sur les qui traitent les TMS. Lombalgie. Le 98, c'est pour le dos. Bon, c'est en fonction des gestes répétitifs ou des vibrations, mais ceux-là, ils sont assez intéressants, ils vous seront utiles, mais surtout, je voulais vous signaler l'existence d'un guide INRS des maladies professionnelles, avec à la fois des entrées, et ça c'est très utile pour le travail de terrain, des entrées par pathologie et des entrées par exposition. Vous pouvez dire, il a été exposé à tel agent pour les maladies professionnelles, il a subi telle exposition ou il a telle maladie, et l'outil, alors vous allez sur le site de l'INRS, si vous le demandez, on vous l'envoie en format papier, sinon vous l'avez en version PDF, ce qui est pas mal hein, pour faire des recherches avec ce type d'entrée, et vous pouvez rentrer des pathologies. Alors n'hésitez pas, c'est comme en droit, n'hésitez pas à être un peu plus générique. Par exemple, si vous parlez de kératite, je ne suis pas sûr que quelque chose va sortir. Alors que si vous parlez de oculaire, si vous rentrez le mot oculaire, vous risquez de trouver plus facilement des tableaux de maladies professionnelles. Voilà pour les conseils vraiment pratico-pratiques. Alors vous avez un équivalent, c'est Bosson Futé, c'est un site d'ex-médecins du travail qui fait exactement la même chose, avec ces doubles entrées, à la fois par exposition et par pathologie. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a des questions, Romaric? Micro. Il y avait une question sur la difficulté pour les CSE de boîtes d'intérim de pouvoir appliquer tous les conseils que vous donnez, notamment quand les salariés de la boîte d'intérim sont logés dans une autre boîte. Concrètement, comment on peut faire le CSE de la boîte d'intérim quand le salarié est dans l'entreprise utilisatrice? Bonne question.
prendre contact avec le CSE de la boîte qui accueille. De l'entreprise Puisque- utilisatrice. Voilà. Puisque c'est dans son périmètre. C'est de la responsabilité de l'employeur de l'entreprise accueillante et du boulot du CSE de l'entreprise accueillante de veiller à, justement aux mesures nécessaires pour préserver la santé physique et mentale de cet intérimaire. Monsieur l'avocat. Ça vaut le coup aussi, pas seulement pour les boîtes d'intérim, ça vaut le coup aussi pour les entreprises intervenantes extérieures. Oh là, C'est-à-dire oui. que tout ce qui se passe dans l'entreprise utilisatrice, C'est celle ça. qui va commander le travail, soit à un intérimaire, soit à une entreprise extérieure, la responsabilité de l'entreprise qui fait faire les travaux est engagée. Et donc, le CSE ou les instances représentatives du personnel de cette entreprise doivent aussi s'intéresser aux conditions dans lesquelles vont travailler l'entreprise extérieure. Il ne faut pas oublier qu'en plus, il y a souvent des risques liés à ce qu'on appelle la coactivité. Donc, ça peut avoir des répercussions aussi sur les conditions de travail des salariés de l'entreprise concernée, et pas simplement pour celles de l'entreprise intervenante. Donc ça, c'est un champ qui est souvent ignoré. Oui. On peut même inclure les stagiaires. Voilà. D'ailleurs, le Code du travail ne parle pas de salariés, mais il parle de travailleurs. Et le travailleur, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement rémunéré. C'est pas qu'un problème sémantique. Non, non, pas du tout. Non, non. En tout cas, on a le Code du travail avec nous, puisqu'il prévoit expressément la compétence des membres du CSE pour s'intéresser à tous les travailleurs, y compris les stagiaires, les intérimaires, les intervenants extérieurs. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Parce qu'on a oublié qu'il y avait une salle ici. Et donc, il y a des gens qui ont fait l'effort de venir, pas simplement d'être derrière leur écran. J'ai rien contre les gens qui sont derrière leur écran qu'on ne voit pas. Mais est-ce que vous avez des questions? Non? Ça ne vous tente pas? Si, ah ben, je me disais bien. Alors, on va vous passer un micro. Bonjour. Chez nous, en fait, on a pas mal de cas où l'entreprise... Chez vous, c'est... Sogotec, société de contrôle technique. Et on a pas mal de cas d'accidents du travail où, pour passer en douce, donc le salarié rentre chez lui et il reste chez lui. Et comme ça ne passe pas en accident du travail. Et on lui fait faire du télétravail. Comment on pourrait faire déclarer ça, obliger l'employeur à le déclarer en accident du travail? Bon cas d'école, ça, oui. Arnaud Olivier, vous avez un conseil à donner? Ah, t'as pas écouté la question? C'est un PV de décès. Je crois que plus vous informerez, vous, les représentants du personnel, les salariés, de l'importance justement de demander une déclaration d'accident et pas de rentrer chez eux, de se reposer et de revenir plus ou moins frais et dispo quelques jours après. Voilà, je crois que ça participe vraiment de l'information régulière que les représentants du personnel doivent faire auprès des salariés en leur disant attention. Alors, moi, j'enchaînerai bien là sur tous ces accords d'entreprise qui, finalement... incite à ne pas déclarer les accidents. Incite, c'est-à-dire que dans des accords d'entreprise, on va avoir l'accord sur une prime liée à un faible taux d'accident du travail, voire même à l'absence d'accident du travail. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Je crois qu'il ne faut vraiment pas se faire prendre la main là sur ce genre de choses. Quand bien même l'employeur vous proposerait des milliards de... voilà, un bon budget de CSE ou je ne sais quelle promesse incroyable. C'est terrible ça, ces accords où voilà, il y a la petite prime de 100 balles à tous les salariés quand il n'y a pas d'accident du travail dans l'année. Et moi j'ai un exemple comme ça, celui-là je ne l'invente pas, s'il est vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu un gars, accident du travail, du coup toute la boîte n'a pas eu ses 100 balles. Et puis il y a un autre gars, ou une femme, peu importe, je veux dire, qui est allé le chercher sur Facebook, qui a vu que pendant son arrêt de travail, il avait fait un repas avec des copains. Bien sûr, il se fait mal à la cheville, il peut toujours manger, je veux dire, c'est pas interdit quand on est en arrêt de travail. Et qui est allé faire de la délation, qui est allé publier les images de Facebook du collègue qui était en arrêt et à qui on reprochait d'avoir déclaré un accident du travail. Vous vous rendez compte jusqu'où on va? Jusqu'où on va là dans l'horreur, quoi, je veux dire, dans la scission des salariés, etc. Tout ça parce que, voilà, les organisations syndicales, parfois, elles vont signer des accords, elles ne se rendent pas compte des conséquences hyper délétères. Mais vraiment, alors là, sur
les risques psychosociaux dans toute l'entreprise, comment ça va se retourner contre elle. Pour 100 balles, voilà. Et à Mars, j'allais dire, mais ça ne se dit plus. De manière générale, il faut absolument refuser ce type d'accord qui lie une rémunération à zéro accident de travail. C'est super malsain, donc il ne faut surtout pas faire ça. L'employeur va avoir Vous êtes zéro aussi accident. pour la Socotec. Ouais, tous les trois, oui. Moi, je pense quand même qu'il y a quand même des choses qu'on peut vous suggérer, mais je parle sous le contrôle de mes collègues à la tribune. La première, c'est que si vous êtes sûr que c'est un accident du travail, c'est-à-dire s'il y a eu des témoins, vous savez que c'est un accident du travail et que la stratégie qui est développée par l'employeur vise surtout à ne pas le déclarer. Ben, déjà, vous êtes un CSE, vous pouvez immédiatement convoquer une réunion exceptionnelle du CSE avec un point à l'ordre du jour, déclaration de l'accident du travail de monsieur X. Et vous dites, nous savons que c'était un accident du travail qui s'est passé dans telle et telle circonstance. Donc, nous déclenchons une enquête. Et nous vous reprochons de ne pas nous avoir prévenus. Et cette enquête, elle va être évidemment menée par le CSE, éventuellement appuyée par un expert, parce qu'il n'y a pas de raison, et le compte-rendu sera fourni aux salariés, au service de l'inspection du travail, au service de la caisse primaire d'assurance maladie et à la CARSAT, service prévention de la caisse assurance retraite et santé au travail. Vous blindez le tout. Ça va être compliqué à l'employeur de ne pas déclarer l'accident. Et vous pouvez évidemment terminer, lorsque vous aurez le compte-rendu de l'enquête, par une demande expresse, une motion votée en CSE, imposant à l'employeur faisant injonction à l'employeur de déclarer l'accident du travail. Même chose, compte rendu adressé à tous ceux que j'ai nommés précédemment. Est-ce que ça vous paraît cohérent, Anne et Arnaud? Avec un petit délit d'entrave en plus ensuite. Ça, c'est l'avocat qui parle, parce que je dis au passage... Je plaisante, mais en tout cas, effectivement, n'hésitez pas à... Il faut que l'employeur soit informé pour procéder à une déclaration d'accident du travail. Les textes ne disent pas que ça doit être par le salarié lui-même. Bien sûr. Il est tout à fait informé et il est tenu de procéder à une déclaration d'accident du travail. Là aussi, il y a des sanctions pénales. Alors, elles sont mineures, c'est des contraventions, mais c'est prévu, donc autant le faire valoir. Après, on peut aussi dire aux intéressés, je crois qu'on l'a déjà dit, qu'ils peuvent eux-mêmes tout à fait procéder à une déclaration d'accident de travail quand oui, mais visiblement, l'intéressé... En l'occurrence, je comprends. Enfin, je veux pas. C'est pas simple, c'est pas évident. À partir du moment où l'intéressé il rentre dans la seringue, si vous me permettez cette expression, il va avoir du mal lui-même à envoyer un courrier pour demander, exiger de l'employeur qui déclare un accident du travail. Il est rentré en taxi en douce, il est en arrêt maladie en douce. Si j'ai bien compris, en plus, il fait du télétravail, donc c'est un faux arrêt maladie. Donc, il y a tous les ingrédients pour faire que le salarié, il ne faut pas trop compter sur lui et ce n'est pas la peine de lui mettre la pression. Par contre, les élus, eux, ils peuvent mettre la pression sur l'employeur. Il n'y a pas de problème. Il suffit, vous avez parfaitement le droit de dire, nous, on sait que c'est un accident du travail et on fait une enquête. Parce que le Code du travail nous impose, en tant qu'élu du personnel, de faire une enquête quand il y a un accident. Et on ne va pas être complice de non-déclaration d'un accident. Parce qu'aujourd'hui, c'est un accident qui s'est plutôt bien passé. Et demain, ça peut être un accident très grave, voire un accident mortel. Et si on n'a pas fait notre boulot, notre responsabilité risque d'être engagée. Donc nous, on ne joue pas là-dessus. Et donc, vous faites votre enquête, vous avez le droit, c'est les prérogatives du CSE, et ensuite vous informez la terre entière de l'enquête que vous avez faite, à commencer par les services, et vous demandez à Moi, je pense que si vous faites une enquête, surtout si vous avez recours à un expert, je ne vois pas comment l'employeur ne pourra pas faire de déclaration. On est d'accord. Attention, c'est votre responsabilité morale qu'on visait. C'est pas votre responsabilité pénale ou civile au contentieux. Chez nous, c'est un petit peu compliqué puisque, en fait, on n'a pas forcément toujours la connaissance de cet accident puisqu'on est dispatché sur toute la France. Bien sûr. Et que grosso modo, au mieux, on est 20 élus sur 150 agences. Donc, il y a plein de choses qui se passent qu'on ne connaît pas.
Bien sûr. Mais là, Et on apprend ça 15 ans après. Ah, si c'est 15 ans, ça va être compliqué, je suis d'accord. Mais si j'exagère, c'est 15 jours, c'est déjà... Ouais, et c'est pareil, les déclarations d'accident, on ne les a jamais le lendemain ou Bien sûr. on les a plutôt un mois après. Hein. Même quand ils décident de déclarer, on les a tardivement. Bon, on a utilisé votre exemple C'est un peu compliqué. pour essayer de donner des solutions. Après, Non, mais est-ce qu'elles merci s'appliquent beaucoup. ou pas? Merci beaucoup. Il y a des fois, c'est plus compliqué que ce qu'on le dit. Nous, on est en haut d'une tribune, c'est assez facile, Tout à fait. j'en conviens. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Et oui. Donc ici, nous avons... Alors, peut-être pas une question, mais pour réagir à ce que vous dites. Donc, effectivement, souvent dans les CSE ou les C2SCT, il y a cette problématique. Vous voulez peut-être vous présenter, monsieur? Oui, donc je suis Sylvain Métropolite, je suis militant CFDT. Donc, je disais que souvent dans les CSE, il y a cette problématique d'être informé de la déclaration d'accident de travail, parce qu'effectivement, le code dit que le CSE fait une analyse, mais ne donne pas de conditions précises quant à cette information. Et ça, c'est peut-être quelque chose à préciser dans l'accord d'entreprise lors de la mise en place des IRP, et surtout dans le règlement intérieur. Dans le règlement intérieur de l'instance, on peut préciser, faire indiquer qu'on souhaite avoir ces éléments avec un délai, etc. Donc le règlement intérieur, c'est peut-être une piste. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, et merci Sylvain. Je pense que c'est bien de le faire préciser dans le règlement intérieur. En tout cas, ça peut faire l'objet d'un vrai débat avec l'employeur en disant on veut être informé en temps réel, on veut être informé de tous les cas, notamment par exemple les inaptitudes, etc. Ça fait partie de l'instance. Oui, tout à fait, c'est une bonne remarque. Est-ce qu'il y a des questions sur le fil? Romaric, est-ce qu'il y a des questions nouvelles? Non. Non, pas de questions. Bon, très bien. Eh bien, on va profiter de l'intermède pour passer la parole à Delphine Serre. Donc, vous êtes professeur d'université, sociologue, et vous venez d'écrire, à partir de votre travail de recherche, un bouquin qui a été publié il y a 4 jours, qui s'appelle Ultime recours. Donc, c'est les histoires d'accidents du travail et de maladies professionnelles devant les tribunaux. Et puis, je précise que vous avez publié ce matin un article dans l'excellent support Santé et Travail que vous trouverez en ligne pour ceux qui sont abonnés. Voilà, voilà. Tout à fait, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment très heureuse de participer à ce débat avec les experts et les élus. Donc, ça a été dit, moi, je vais vous parler de l'enquête que j'ai menée pendant plusieurs années dans 8 juridictions, dans ce qui s'appelait avant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et depuis 2019, les pôles sociaux des tribunaux judiciaires. Alors, il y a 2 pans dans mon enquête. Il y a un premier pan dont je ne vais pas vraiment parler ici puisque ça n'était pas la commande, mais du côté des salariés qui vont dans ces tribunaux pour demander la reconnaissance de leur accident du travail ou de leur maladie professionnelle. Jusqu'à maintenant, il a beaucoup été question aussi de sous-déclaration à les employeurs qui ne déclarent même pas ou les accidents du travail avec des tas de stratégies d'évitement. Mais il y a aussi les cas où la caisse de sécurité sociale, ou plus précisément les caisses primaires d'assurance maladie, refusent la reconnaissance. Et dans ce cas-là, une petite minorité va au tribunal. Je voudrais juste attirer l'attention dans la continuité de ce qui a été dit sur une chose que peut-être les élus pourraient avoir en tête et qui me paraît importante, c'est d'avoir une vigilance très particulière vis-à-vis des femmes et des travailleuses, puisqu'il y a une sous-reconnaissance beaucoup plus forte à leur encontre, et notamment parce qu'elles manquent bien souvent de pièces quand elles vont aux tribunaux, parce que dans les enquêtes conditions de travail de la DARES et du ministère du Travail, on voit qu'elles sont beaucoup plus souvent isolées, quel que soit leur poste ou leur métier, donc elles ont moins de collègues quand il faut faire des témoignages, et elles ont aussi beaucoup moins d'occasions d'échanger sur leur travail avec les représentants du personnel, aussi parce qu'elles sont dans des milieux... C'est très genré, cette question-là. Je pense qu'il faut vraiment attirer l'attention des élus, vous avez parfaitement raison. La question de la sous-déclaration, c'est vraiment une affaire genrée, et malheureusement, comme d'habitude, les femmes sont souvent... Voilà, donc je pense aussi parce qu'elles sont dans des milieux sur moins lesquels syndiqués, elles sont moins il faut que les élus y etc. prêtent attention. Mais voilà, c'est une petite vigilance à avoir. Alors, la commande qui m'a été faite pour aujourd'hui était plutôt de parler de l'autre pan du contentieux, qui est le contentieux côté employeur, et ça va me permettre de rebondir un peu sur la question du lien entre réparation et prévention, mais à partir d'un petit détour quand même.
Donc ce contentieux, il concerne des grandes entreprises qui, depuis les années 2000, vont au tribunal pour contester l'accident du travail ou la maladie professionnelle de leurs salariés. Puisque pour les entreprises de 150 salariés et plus, il y a ce qu'on appelle un taux de cotisation qui est calculé de façon individuelle. Donc le moindre sinistre qui est reconnu dans leur établissement va faire augmenter leur taux de cotisation pendant 3 ans. Et donc, plus il y a de sinistres et plus les sinistres sont graves, c'est-à-dire plus les durées des arrêts de travail sont longues et plus les séquelles sont importantes, plus ça va peser lourd sur leur cotisation. Et donc, ce qu'elles cherchent en allant au tribunal, c'est de voir l'accident ou la maladie déclarée inopposable. C'est ça le terme technique. Concrètement, ça veut dire qu'on ne peut plus leur imputer cet accident ou cette maladie. Donc, c'est gommé du calcul de leur taux de cotisation. Et quand elles ont déjà commencé à payer, elles sont remboursées des cotisations qui ont été payées à tort. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en 2011, l'assurance, qui était vraiment le moment du pic du remboursement, l'assurance maladie a remboursé 350 millions d'euros aux entreprises. Ensuite, les sommes ont un peu baissé, mais en 2022, il s'agissait toujours de 233 millions d'euros qui ont été remboursés aux entreprises. Alors, comment ce contentieux s'est développé? Alors déjà, il concerne principalement des entreprises, des secteurs qui sont les plus générateurs de sinistres. Donc, dans les tribunaux, les entreprises qu'on retrouve, ce sont beaucoup les entreprises d'intérim, de nettoyage industriel, de propreté, de transport, de grande distribution, d'agroalimentaire. Et donc, ces grandes entreprises sont défendues par quelques cabinets d'avocats qui sont implantés à Paris ou à Lyon, qu'on retrouve après, que j'ai retrouvé dans les tribunaux sur toute la France, et qui viennent au tribunal qui viennent contester parfois 2, 3, 4 accidents du travail ou maladies professionnelles d'une même entreprise de façon systématique. Alors, pourquoi cette démarche? Derrière, il y avait au départ, dans les années 2000, des sociétés d'audit qui faisaient de l'examen de compte employeur. Ça s'appelle les cost killers. Voilà, ce qu'on appelle les cost killers, et qui donc ont importé la logique d'optimisation fiscale à l'optimisation des cotisations sociales, et donc qui s'appuient sur les comptes employeurs, alors qui sont des documents, je pense, j'y viendrai à la fin, intéressants, je pense aussi pour les CSE à regarder de près. Donc dans un compte employeur qui est le compte qui notifie les taux de cotisation à l'entreprise, il y a sur chaque ligne le nom et le prénom du salarié concerné. Ensuite, il y a, si c'est un accident de travail, une maladie professionnelle, le nombre de jours d'arrêt, le taux d'IPP, etc. Et donc, c'est en examinant ces comptes-là que les entreprises repèrent les sinistres qui ont engendré le plus de coûts pour l'entreprise, pour essayer de les contester. Donc au début, c'était beaucoup sur des obligations procédurales. Après, le contentieux a changé à partir des années 2010, notamment parce qu'il y a eu des nouvelles modalités d'instruction pour les caisses et certaines décisions de la Cour de cassation. Bon, là, je passe un peu vite, mais on peut en reparler après. Mais juste ce qu'il faut retenir, c'est que ces entreprises, en fait, contestent rarement l'accident ou la maladie sur le fond, donc contestent rarement la réalité de l'accident ou de la maladie. Elles vont essayer de contester parfois la durée des arrêts en disant mais 2 ans d'arrêt pour une personne qui s'est fait opérer des épaules, c'est beaucoup trop d'après les barèmes, donc il faudrait quand même aller voir de plus près, faire une expertise judiciaire. Et donc, elles essayent de faire baisser le nombre de jours d'arrêt rattachés à la maladie ou à l'accident, mais sans pouvoir contester l'accident ou la maladie. Alors, pourquoi qu'est-ce que tout ça a comme implication, au-delà même de l'implication financière, il y a des implications fortes en termes de prévention, mais aussi de réparation. Donc il y a 3 impacts majeurs. Premier impact, c'est sur la sécurité sociale elle-même et l'assurance maladie, donc qui déjà doit
s'organiser pour répondre à ce contentieux de masse. Donc les services juridiques ont un score à respecter, c'est-à-dire un taux d'échec à ne pas franchir pour pouvoir être bien classé et avoir des primes. Mais ça met aussi une pression sur les services qui sont chargés de l'instruction des demandes de reconnaissance, puisqu'ils interviennent en amont et ils sont incités à prendre un peu plus au sérieux certaines réserves des employeurs, ou à regarder les tableaux de maladies professionnelles d'un peu plus près, ou en tout cas d'en avoir une lecture très pointilleuse, parce que sinon, comme le dit une audiencière de la CEPAM une fois, on s'expose à un recours employeur, et donc il faut, voilà, au moment de l'instruction, être très rigoureux. Si je vous comprends bien, ça veut dire que ces pratiques, donc des entreprises, vont avoir un effet en retour, en feedback, exactement, sur les services des caisses qui sont chargés de reconnaître les maladies professionnelles, enfin de leur exactement. Reconnaissance, et donc ça invite les agents des caisses à être beaucoup plus sévères dans la reconnaissance des maladies. À être beaucoup plus sévères Vigilants, et à être on va dire, pour être... Exactement. Voilà. Dans les caisses, en tout cas, où les services juridiques font des retours, ils vont dire à leur service d'instruction, par exemple, pour le tableau 57, tendinopathie de l'épaule dont on parlait tout à l'heure, il est dit qu'il faut prouver par IRM voilà, il y a cette tendinopathie. Mais il y a une petite note qui dit ou par scanner s'il y a une contre-indication par l'IRM. Or, bien souvent, les médecins prescrivent le scanner sans penser à mettre à cause d'une contre-indication à l'IRM, parce que pour eux, c'est évident, ils ne connaissent pas les tableaux, etc. Bon, et bien, typiquement ça, si l'employeur conteste, du coup, il va obtenir gain de cause. Voilà. Or, ce n'est pas naturel de prescrire une IRM pour une épaule. Ce n'est pas naturel, ou en tout cas... Parce que le scanner suffit. Pour les médecins, le scanner suffit, mais pour la caisse, c'est un piège pour ça ne va pas. Voilà, exactement. C'est un piège. Donc ça, ce serait les médecins qu'il faudrait un peu mieux former. Deuxième impact sur les salariés. Alors, l'effet sur les salariés, il n'est pas du tout direct et immédiat, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une règle très protectrice qui s'appelle d'indépendance des rapports entre la caisse, le salarié, et la caisse, l'employeur. Et donc, même si l'entreprise obtient gain de cause, le salarié reste protégé. Il reste indemnisé. La caisse ne va pas remettre en cause sa décision initiale de prise en charge. Alors, au départ, ce n'est pas exactement une chose jugée, puisque c'est une décision de la CEPAM. Oui, chose décidée. C'est pas jugé, c'est décidé. Exactement. Donc, les salariés restent indemnisés normalement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune répercussion sur eux, puisque comme des avocats employeurs me le disent parfois, certaines entreprises vont avoir un usage managérial et quasi disciplinaire de ces procédures, puisqu'elles veulent parfois faire des contestations, même s'il n'y a pas d'intérêt financier, juste avec l'idée que là, quand même, il faut envoyer un signal aux salariés qui abusent un peu trop, et donc pour l'embêter, on va mettre en cause. Puisque le salarié n'est bien souvent même pas au courant que l'entreprise est en train de faire une procédure au tribunal, puisque ça n'aura pas d'impact pour lui, mais l'entreprise peut décider de le faire savoir en interne, justement pour mettre un peu la pression sur le salarié. Et puis l'autre impact possible, c'est en cas où il y a plusieurs contentieux en parallèle, au cas où la victime intente un procès pour faute inexcusable contre son employeur, ou intente un procès au prud'homme pour harcèlement ou non-respect de l'obligation de sécurité. Si l'entreprise a obtenu cette décision d'inopposabilité, évidemment, même si les contentieux sont censés être indépendants, les avocats des entreprises vont l'utiliser dans leur dossier pour dire « mais regardez, l'imputabilité, elle n'est pas si évidente que ça », et donc pour instiller un peu le doute. Enfin, le troisième impact dont je voulais vous parler, qui est sans doute le plus important pour vous, c'est l'impact sur la prévention. Puisque derrière ce taux de cotisation calculé de façon individuelle, il y avait bien l'idée pour la sécurité sociale d'inciter à plus de prévention.
le principe, hein, c'est celui qui est responsable du risque doit payer pour ce risque. Et donc, s'il veut baisser les coûts liés à la réparation, eh bien, il n'a qu'à faire plus de prévention pour faire disparaître le risque. C'est ce qu'on appelle un système incitatif. Voilà, c'est ça l'idée de l'individualisation du taux de cotisation. Quand le sinistre il est déclaré inopposable, il est reporté sur un compte spécial qui est financé par toutes les entreprises. Donc ça, c'est important à savoir aussi, ça ne va pas être reporté sur la branche maladie, donc sur les cotisations salariales ou le trou de la sécurité sociale. C'est reporté sur un compte spécial et donc l'assurance maladie va se débrouiller pour récupérer l'argent les années d'après. Mais ça veut dire que ça retombe sur la part mutualisée du taux de cotisation et donc sur les petites entreprises qui, au départ, n'étaient, elles, pas responsables du risque. Et ça fait déjà plusieurs années que la Cour des comptes alerte là-dessus, puisque les grandes entreprises représentent 38% des dépenses liées à des accidents du travail ou des maladies professionnelles, mais ne payent que 31% des cotisations. Et pour les petites entreprises, c'est l'inverse. Elles ne représentent que 24% des dépenses, mais contribuent à 30% des cotisations. Donc non seulement il y a un effet très déresponsabilisant, puisque les employeurs ne paient plus les cotisations qui sont liées à des accidents du travail et des maladies professionnelles, dont bien souvent ils n'ont même pas contesté la réalité quand ils ont attaqué sur les procédures, sur la caisse qui n'a pas respecté ses obligations d'information, etc. Et ça a un effet très inéquitable hein, du point de vue du système, et ça met à mal la prévention. Alors, on voit bien là l'enjeu politique qu'il y a derrière ce contentieux qui est très financier, très technique, et puis derrière ces comptes des employeurs. Et donc moi, voilà, ce que je voulais un peu... la suggestion que je voulais poser un peu sur la table, ce serait d'essayer de rendre public ces procédures engagées, de demander des comptes aux entreprises sur les procédures qu'elles engagent, sur les sommes qu'elles ont récupérées par le biais de ces procédures, à la fois dans un objectif un peu, on pourrait dire presque de shaming, hein, pour mettre en lien avec les objectifs de prévention qui ont été affichés, avec les mesures de prévention qui ont été effectivement prises ou pas, hein, pour voir s'il y a un vrai évitement de la prévention en plus de cette récupération de cotisations. Mais l'idée, ce serait aussi... au moins, ces cotisations qui sont récupérées, d'essayer de les réinjecter dans la prévention. Ça fait des sous en plus, donc autant savoir à quoi ils servent. Donc là, en fait, ce que vous êtes en train de dire, Delphine, c'est que vous invitez les élus des CSE qui nous regardent et qui appartiennent à ce type d'entreprise de demander des comptes à leur employeur sur quelles procédures ils mettent en œuvre auprès des tribunaux pour contester la réalité des accidents du travail et des maladies professionnelles et les déclarer inopposables, puisque c'est ça le mot-clé, l'inopposabilité, souvent par rapport à des questions de procédure, mais pas du tout sur des questions de fond, et de dire les sommes que vous avez économisées, on vous suggère de les mettre sur la prévention et d'avoir un débat en CSE sur l'utilisation de ces fonds. En gros, c'est ça. En gros, c'est l'idée. Je n'ai aucune idée de la faisabilité de la chose, mais en tout cas, je trouve que c'est bien d'avoir une vigilance sur ce point. Et puis, deuxième élément, c'est de se réapproprier les comptes employeurs. Alors, ce sont des documents très rébarbatifs qu'il faut apprendre à lire, mais les CARSAT sont très disponibles hein, pour faire des formations ou expliquer comment tout ça fonctionne, parce qu'en même temps, les employeurs n'ont pas quand même toujours la possibilité de contester. C'est-à-dire les sociétés d'audit, les avocats employeurs repèrent les accidents du travail ou les maladies professionnelles qui sont très coûteux, mais après, il faut quand même qu'elles trouvent dans le dossier un élément pour attaquer. Voilà, soit sur le fond ou sur la forme. Donc il y a aussi des fois hein, une impossibilité d'aller en justice. Mais c'est là où je trouverais intéressant d'utiliser ce levier-là, de repérer les accidents et les maladies les plus coûteux pour dire à l'employeur, mais
prenez conscience là du coût que ça engendre pour vous via votre taux de cotisation d'avoir eu ce sinistre-là. Donc, on vous propose voilà, d'agir plus, de faire plus de prévention là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que cette incitation financière ne puisse pas fonctionner telle qu'elle devrait fonctionner, c'est-à-dire dans le sens de la prévention et qu'elle joue simplement dans des stratégies d'évitement. Alors, on est d'accord aussi, mais ça serait mieux si on le précisait, que compte tenu que ce n'est pas sur la matérialité de l'accident ou de la maladie que ça se passe, mais plutôt sur des questions, on va dire, périphériques, de procédure, et donc liées au fonctionnement des caisses, hein, c'est surtout ça, on va dire que c'est compliqué pour les élus de CSE de blinder, ou pour les victimes, de blinder leur dossier, parce que de toute façon, ce n'est pas ça qui va être en cause. Ouais. On est d'accord. Mais ça n'empêche pas que plus le dossier sera blindé, donc plus il y aura de pièces, pour reprendre la supplique de Maître Arnaud Olivier, et plus il y aura de pièces qui vont jouer en faveur et de la prévention et de la réparation, plus ça sera compliqué pour l'employeur quand même de contester, parce que quelque part quand même, la caisse, elle va aussi reconnaître l'accident ou la maladie en fonction notamment, par exemple, de la certitude de l'exposition, et donc ça sera plus compliqué à contester pour tout le monde. On est d'accord quand même que c'est mieux si les CSE font correctement leur travail. C'est sûr, s'il y avait, et si les médecins dans leurs certificats médicaux initiaux aussi. Mais, ouais, mais effectivement, ça, on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est vrai que c'est un problème. A bien fait son travail en amont. Effectivement, ça limite les possibilités de contestation des employeurs. Et les caisses ont fait beaucoup de progrès hein, dans leurs notifications et ont beaucoup limité le contentieux. Donc voilà. Mais voilà, le compte employeur est maintenant dématérialisé. Il est accessible sur Net Entreprise. Les accidents du travail et les maladies professionnelles apparaissent en temps réel. Donc voilà, moi totalement in abstracto du haut de, voilà, de mes observations, je me dis il suffirait d'avoir un accès à Net Entreprise pour pouvoir aller regarder de près ce qui se passe, ce qui est compté dans les comptes, enfin, dans les taux de cotisation. Et vous n'avez pas cet accès, évidemment, parce que l'entreprise a l'accès et surveille les services qui... et donc le CSE peut avoir accès. Je ne sais pas dans quelle mesure ce serait jouable dans les informations qui pourraient être demandées. Prenez un micro. C'est quelque chose qu'on pourrait essayer. Ça fera sans doute l'objet d'un contentieux, mais voilà. À nous de l'argumenter. C'est vrai que si on arrive à insister sur le fait que c'est intéressant en termes de prévention de savoir ce qui est effectivement supporté par l'entreprise, ça mérite d'être tenté en tout cas. Mais par contre, je pense qu'on obtiendra plus facilement ça des caisses que des employeurs directement. Ça pourrait être une revendication aussi de demander un peu de transparence là-dessus, puisque c'est vrai qu'on va de plus en plus vers le RSE, la responsabilité sociétale en tant que citoyen. C'est intéressant de savoir quelle entreprise ont ce type de pratique ou pas. Anne ? Alors, il me semble bien que dans les différents chapitres du rapport annuel de l'employeur sur le bilan SSCT, qui répond à une obligation qui date du 12 décembre 1985, mais qui est toujours en vigueur, semble-t-il, il y a un chapitre qui traite des coûts, justement, de cotisation AT-MP. Et ce bilan doit toujours faire apparaître les chiffres sur les 3 dernières années. Et puis, de toute façon, le CSE, dans ses attributions économiques, il va de toute façon, c'est à ça que je pensais. Il va lire dans les comptes, de toute façon, il va avoir cette lisibilité-là. Alors, certainement pas avec le nom de la personne qui est concernée, tel accident, etc. Ça sera globalisé, y compris dans le rapport SSCT, c'est globalisé. Mais n'empêche qu'il peut voir justement une augmentation de cette cotisation AT-MP. Et tout de suite questionner l'employeur en disant, mais qu'est-ce que c'est là 2022, on avait tant, 2024, on attend, qu'est-ce qui se passe? Mais là, voilà, sur 2 entrées, et alors, c'est le petit seul avantage du CSE. Voilà, c'est ça. Le regroupement des instances. Voilà, du regroupement des instances, c'est que les mêmes personnes ont maintenant une visibilité très globale. Alors maintenant, ils ont tellement de choses à faire que c'est malheureusement noyé, mais je dirais que l'intérêt est quand même là d'avoir cette double vision économique et santé, sécurité, conditions de travail. Il nous reste 5 minutes. Si
Mon décompte est bon. Et Romaric a des questions Mais des internautes. en fait, vous venez d'y répondre. C'était l'accès pour le CSE du compte employeur. Comment se faire? Oui. Non, il prend un micro. Parce qu'il n'y a pas eu de maladie professionnelle ou d'accident. Donc, est-ce qu'il peut... Alors, la question d'Olivier, c'est le compte employeur peut-il être présenté au CSE? Ça, c'est la première question. Alors, c'est vrai que le bilan annuel est intéressant, il va nous permettre de voir des choses, mais pas le compte employeur en tant que tel. À ma connaissance, non. Mais maintenant, ça mérite d'être tenté. Moi, je pense qu'on pourrait essayer. Avec un CSE offensif, ça mérite d'être essayé. Et j'ai une autre question, mais qui est un peu différente, c'est quel est le titre du livre de Delphine? Ultime recours. Le titre, c'est Ultime recours. C'est paru aux éditions Raison d'agir. Je pense que c'est un bon choix. Et Accident du travail et maladie professionnelle en procès, c'est le sous-titre. Et donc, c'est plusieurs années de recherche qui ont été colligées là, dans ce gros travail d'enquête de Delphine. Voilà. J'ai une autre question. Lorsque le médecin du travail, c'est une question de Karim, lorsque le médecin du travail émet des recommandations ou des restrictions pour un salarié, est-ce que les élus du CSE sont informés et peuvent-ils être informés? Des restrictions d'aptitude, j'imagine. La réponse est non. Je doute que l'employeur le fasse spontanément. Mais je crois qu'il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Mais par contre, si on va à la pêche aux informations et qu'on entend parler de restrictions d'aptitude, on peut s'y intéresser et poser des questions. C'est dans le champ des compétences, mais après, il faut avoir l'info. Alors sur l'info, en outil pratique, on peut tout à fait mettre en place une adresse mail santé adressée au CSE avec les problématiques de santé qui remontent. Je pense que c'est une bonne pratique. Parce que souvent, enfin, il arrive, on va dire ça comme ça, que ces restrictions d'aptitude ne soient pas suivies. C'est-à-dire qu'on a une limitation du port de charge, par exemple à 12 kg, et puis ça ne se fait pas, voilà. Hein, ou la nécessité, je suis comme ça, d'acheter une souris ergonomique. Bon, et ce n'est pas fait. Et là, dans les anciennes attributions d'épée qui sont portées par le CSE, à ce moment-là, il faut, là encore, mais c'est parce que vous allez aller à la pêche, hein, que le salarié va passer par vous pour dire, attendez, là j'ai une restriction d'aptitude et c'est pas suivi. Donc ça va faire l'objet des questions de réclamation individuelle qui sont traitées par le CSE à chacune de ces réunions. Hein, voilà, on traite des réclamations individuelles et collectives. Et quand c'est nominatif, ça se fait hors PV, mais pendant la réunion. Donc ça aussi, c'est passé à la trappe depuis la fusion des instances. Les anciennes attributions d'épée, on les traite peu, surtout quand il n'y a pas de représentant de proximité. Alors, je vais vous demander à chacun le mot de la fin. Et vous avez environ 30 secondes chacun. C'est quoi le mot de la fin pour vous, pour résumer, s'il y avait un terme à utiliser? Voilà. Aller sur le terrain. Oui, ça, Syndex, c'est bon. Anne, pas mal. Arnaud. Moi, je voudrais vous parler d'une bonne pratique que j'ai constatée par certains CSE. J'ai dit un mot, Arnaud. Un mot. Tu ne fais pas une plaidoirie. Parce que on a dit 30 secondes. J'ai encore un peu de temps si on ne coupe pas toutes les 2 secondes. En plus, Anne me donne ces secondes. Faites un fichier avec l'historique des expositions, des incidents, des accidents déclarés et reconnus, des maladies professionnelles déclarées et reconnues. Ça va jouer spécialement en matière de maladies professionnelles. On a des délais de latence entre l'apparition de la maladie et l'exposition qui sont parfois de 40 ans. Et là, on a des grosses problématiques des cancers professionnels. de preuves sur les cancers professionnels. Donc, ça peut être quelque chose de très pratique. Je me demande si on ne pourrait même pas, en 2024, suggérer que la CFDT ou Syndex nous fasse une application pour ça, pour retrouver des gens avec qui on a été exposés 40 ans auparavant, parce que c'est une vraie difficulté. On en a besoin au contentieux et ça peut vraiment changer. Et on parle de pathologies lourdes. La face du monde, je voudrais juste conclure en disant l'importance pour les syndicats de s'intéresser à la santé, parce qu'on voit que les prud'hommes s'effondrent. Il y a un mouvement depuis une vingtaine d'années, et parallèlement, on en revient aux origines, c'est-à-dire au rapport Villermé. Le droit social est né par la santé. C'était la limitation de la durée du travail pour qu'on ait des armées qui soient efficientes. Et l'interdiction du travail des enfants. Et l'interdiction du travail des enfants.
On est en train de revenir vraiment, et on le sent même de la part des travailleurs qui peuvent être des adhérents potentiels. Et si vous les aidez dans le cadre de leur reconnaissance AT, souvent, ils vont vous faire des dons au syndicat. Ils ne sont peut-être pas adhérents, mais si vous les aidez, ils vont vous faire des dons. Et on revient aux sources, en fait. On revient à la santé. Vraiment, les gens, les travailleurs, les salariés, les adhérents demandent ont de plus en plus de questions sur la santé, plus que sur le droit du travail lui-même. Enfin, moi, c'est le mouvement que j'observe depuis une bonne vingtaine d'années. Delphine, le mot de la fin. Moi, je pense qu'il est important de prendre au sérieux les enjeux de réparation et d'accompagnement des salariés vers la reconnaissance. Il n'y a pas du tout que des enjeux individuels derrière, mais bien des enjeux collectifs, puisqu'après, la sinistralité officielle joue un rôle d'alerte, joue un rôle pour essayer de motiver l'employeur normalement à faire de la prévention, mais aussi pour les élus, c'est un point d'appui pour savoir où intervenir. Donc, ce n'est pas du tout une question à laisser de côté. Eh bien, moi, le mot de la fin, il y aura un mot, c'est le mot confiance, parce qu'il est revenu à plusieurs reprises dans le débat. C'est-à-dire que pour être informé, effectivement, des inaptitudes, des restrictions d'aptitude, des gens qui sont raccompagnés en taxi, etc., ça se fait si les élus ont pu développer un bon climat de confiance avec les salariés. Et donc, ça suppose, effectivement, pour reprendre l'expression d'Anne et le thème de cette campagne de Syndex, d'aller souvent sur le terrain, et souvent d'aller voir les salariés, non pas pour leur parler, mais souvent pour les écouter. Parce que je pense que c'est ça la clé du succès, c'est qu'est-ce que les salariés ont à nous dire sur leur travail. Et ça, c'est peut-être un thème qu'il faut réfléchir et sur lequel les élus peuvent baser leur action. Voilà. Écoutez, moi, je ne sais pas vous, de l'autre côté de l'écran, parce qu'on ne vous voit pas. Mais en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à animer ce débat et je voudrais remercier nos trois intervenants, Anne Benedetto, Arnaud Olivier et Delphine Serre. Et puis, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le suivre et à participer. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Vous pouvez aller sur le site de Syndex, vous allez y trouver un certain nombre de documents en rapport justement avec la campagne aider les élus ou inciter les élus à retourner sur le terrain. Il y a notamment un certain nombre de résultats d'enquêtes flash qui ont été menés qui sont assez passionnants. Puis, accessoirement, vous pouvez aller sur le site aussi www.santé-et-travail.fr et vous y trouverez plein d'articles, et notamment l'article de Delphine Serre dont on parlait à l'instant. Merci et bonne soirée.